Une notification annonçait que la statue du gardien tirait un rayon de pétrification toutes les minutes. Soudain, la statue tourna la tête vers l'unité des cavaliers volants mongols. Un grand nombre de joueurs furent touchés par le rayon. La plupart des cavaliers se retrouvèrent pétrifiés, s'écrasant au sol, tandis que d'autres perdaient juste une partie de leur corps. D'un côté, le chef mongol ordonnait à ses hommes de lancer toutes leurs bombes sur la statue avant qu'elle ne tire à nouveau. De l'autre, le lancier Kyongso ordonnait à son unité de mages de déployer une barrière autour de la statue, mais les mages l'informaient qu'il était déjà trop tard, car toutes les bombes avaient déjà été interceptées et neutralisées par Jisuyun. Voyant cela, les cavaliers volants désespérés se précipitèrent vers Jisuyun pour en finir avec elle. En quelques secondes, elle fut complètement encerclée, et le chef mongol lui affirma qu'elle ne pouvait rien faire à une si courte distance. Mais Jisuyun sortit quelque chose de son inventaire et lança une volée de bombes sur les cavaliers. La plupart d'entre eux furent neutralisés par la série d'explosions. Le général Lee et ses hommes furent témoins de la fin des cavaliers volants, qui étaient censés soutenir le siège depuis les airs. Tout d'un coup, il entendit des murmures parmi ses hommes. Il disait qu'il savait que le nécromancien était puissant, mais qu'il n'avait pas imaginé que la Valkyrie serait aussi forte, et qu'à ce rythme, il risquait de perdre la guerre. Le général Lee tenta de ragaillardir ses troupes en leur disant qu'ils ne perdraient pas, et leur demandait de regarder leur empereur, qui même à cet instant, continuait de produire des soldats en masse. Il était sur le point de leur dire de tenir bon jusqu'à ce que l'empereur en finisse avec le nécromancien, mais il entendit soudain un bruit sourd venant d'en dessous. Il s'avéra que Sungwoo avait utilisé une explosion de cadavres sur les corps qu'il avait secrètement ordonné au lancier Kyongso de cacher profondément sous terre. Une grande partie de l'armée chinoise principale fut balayée par ces explosions. Sungwoo avait discrètement imprégné ces cadavres de mana pour que personne ne puisse savoir ce qu'il préparait, et son plan avait fonctionné. Sungwoo invoqua ensuite la salamandre, mais il savait que l'empereur devait être encore en vie après la dernière explosion. Il se mit donc rapidement à scanner la zone pour le localiser. Après quelques minutes, il réussit à trouver l'empereur au milieu d'une mer de flammes, provoquée par l'explosion des cadavres. Sungwoo imprégna sa faux de la grande faucheuse avec le maximum de puissance du spectre, puis bombarda l'empereur, mais une barrière bloqua l'attaque. Néanmoins, l'empereur perdit pied à cause de la secousse, et Sungwoo était déterminé à en finir avec lui lors de sa prochaine attaque. L'empereur utilisa sa compétence « Fil sacré », qui se rapprochèrent de Sungwoo pour prendre le contrôle de lui. Mais Sungwoo sortit le Winter Predator qui réussit à geler les fils. Il saisit rapidement ce moment pour foncer vers l'empereur. Sungwoo mit toutes ses forces dans une attaque visant à couper l'empereur en deux. Cependant, l'empereur se révéla n'être qu'une figure de terre cuite, et l'un de ses yeux se mit à briller d'un rouge flamboyant, signe qu'elle était imprégnée d'énergie explosive. Comme un héros de shonen sur le point de libérer sa puissance cachée, Sungwoo invoqua ses oiseaux pour se replier rapidement avant d'être pris dans l'explosion. L'empereur n'était pas un simple débutant, il avait même installé des barrières autour de sa figure de terre cuite pour la rendre plus crédible. Sungwoo savait qu'il devait trouver le véritable corps de l'empereur, mais alors qu'il y pensait, un puissant tourbillon s'approcha de lui, l'encerclant en un instant. Il eut à peine le temps d'en sortir grâce à l'attaque Twilight Red. Il remarqua que ces attaques de vent étaient générées par la femme à côté du cercueil. Elle devait posséder une forte divinité, il se devait donc d'être prudent avec elle. Elle forma quelques nuages, et une pluie accompagnée d'éclairs s'abattit au sol. Sungwoo n'avait aucune idée de sa classe, mais elle contrôlait à la fois les nuages, le vent et l'eau. En plus de cela, il était maintenant coincé au beau milieu de la base ennemie. Sungwoo décida de battre en retraite pour le moment, et tout était revenu à la case départ, puisqu'il n'avait pas réussi à achever l'empereur. Après que Sungwoo se soit retiré, l'empereur en personne fit son apparition. Il déclara que le nécromancien était plus difficile à gérer qu'il ne l'avait imaginé. Il ordonna à la « Grande » qu'il changeait de plan. Il prendrait les remparts du château avant que le nécromancien ne puisse utiliser d'autres de ses ruses. L'empereur ordonna à la « Grande » de s'occuper du nécromancien jusqu'à leur retour, et elle répondit qu'elle serait ravie de le tuer à sa place. L'empereur la prévint que le monde entier les regardait en cet instant et qu'il finirait le nécromancien lui-même. Elle n'avait qu'à se déplacer comme prévu. Une guerre était comme la gestion d'une grande nation. Pas un seul mouvement ne pouvait aller à l'encontre de sa volonté. L'empereur invoqua deux armes, de véritables reliques, et ses guerriers de terre cuite s'en équipèrent. Grâce à la compétence Relic Link, l'une des statues devint le guerrier légendaire Guan Yu Yunchung, tandis que l'autre se transforma en Lubu Fangxian. Après avoir dit cela, l'empereur se mit en route vers les remparts du château et lui ordonna de retarder le nécromancien pour qu'il ne puisse même pas s'approcher de son ombre. Sungwoo avait détruit tant de figures de terre cuite et anéanti une grande partie de l'armée chinoise, mais rien n'avait changé. L'empereur se dirigeait vers les remparts, ils avaient changé de stratégie. L'empereur pensait que c'était plus simple d'attaquer les remparts directement. Li Wei demanda s'il ne devrait pas l'arrêter d'abord, mais avant que Sungwoo ne puisse répondre, deux tourbillons les approchèrent. Alors qu'il s'enfuyait, Li Wei demanda qui utilisait ses compétences, et Sungwoo l'informa que c'était la femme qui contrôlait les nuages, le vent et l'eau. Li Wei expliqua à Sungwoo que c'était la même femme qui avait enfermé ses esprits dans le coffre du rituel spirituel.
C'était l'une des subordonnées les plus puissantes de l'empereur et elle possédait une divinité. La femme s'approcha d'eux et les informa qu'ils ne pouvaient pas passer par ici. Singguo lui répondit qu'elle parlait avec beaucoup d'assurance pour quelqu'un qui ne faisait que perdre du temps. Singguo informa Li Wei qu'il devait d'abord percer à jour sa divinité, et une fois qu'il la connaîtrait, il pourrait s'en occuper. La Grande répondit que le nécromancien possédait 2 divinités, Anubis et Yama. Singguo pensa que cette femme avait peut-être une compétence qui lui permettait de voir à travers les divinités, et qu'elle les avait découvertes avant qu'il ne puisse percer la sienne. Singguo invoqua des spectres en utilisant la divinité de Yama, mais la joueuse lui dit qu'il avait amassé 2 divinités inutiles et que le dieu de la mort ne fonctionnerait pas contre elle. Elle utilisa une attaque de tourbillon, qui fonctionna même contre les spectres et les fantômes sans forme. Cela signifiait que le pouvoir de sa divinité était efficace contre les morts. Elle leur déclara fièrement que le pouvoir que le grand empereur lui avait conféré était celui d'un dragon sacré. Ce n'était pas une divinité insignifiante comme les leurs. Singguo et Li Wei pensèrent que cette femme était une idiote, car elle venait de révéler sa divinité par elle-même. Singguo invoqua toutes les épées de tueur de dragons, comme un héros qui se prépare pour un combat décisif, tout en l'informant qu'elle avait commis une grave erreur en révélant une information aussi précieuse. Singguo s'équipa lui et ses serviteurs, des épées de tueur de dragons, et annonça que ce serait une bonne chasse aux dragons. Singguo obtint un effet de synergie grâce au travail d'équipe. Singguo activa une synergie secrète, Expédition du Dragon Caché, un effet d'équipe qui nécessitait au moins 3 armes de type tueur de dragon équipées. Cette synergie conférait un bonus de dégâts de 200% contre les créatures de classe dragon, augmentait la résistance au souffle de toutes sortes de 200%, et augmentait la résistance à la peur du dragon de 200%, une compétence limitée à son porteur. La Grande devint furieuse et pour enseigner à cet Outlandais ce qu'était la véritable horreur chinoise, elle invoqua le nombre maximal de tourbillons possible en une seule fois, et leur intensité était au sommet. Li Wei dit à Singguo que cette femme était devenue plus puissante qu'avant, et que si elle la combattait, ses esprits se retrouveraient liés en un rien de temps. Singguo ordonna à Li Wei de se replier, car il n'avancerait qu'avec ses serviteurs. Accompagné de Droit et du Chevalier de la Mort, Singguo se dirigea directement vers le chef chinois. Pendant ce temps, de l'autre côté la flotte américaine tirait à l'unisson sur l'armée chinoise qui arrivait. Le bombardement de la flotte était d'une ampleur immense, et de nombreux terrains, ainsi que des joueurs chinois, furent touchés. Une énorme partie des figures de terre cuite avaient été détruites lors du dernier bombardement, mais leur nombre ne cessait de se régénérer. Le lancier Kyongso ordonna à tout le monde de bombarder les statues sans relâche, car si elles se rapprochaient, elles déchireraient facilement leur défense. Après un certain temps, les figures de terre cuite réussirent à atteindre les remparts du château et commencèrent à les escalader. D'immenses mains sortirent du sol et soulevèrent l'empereur. Les Coréens savaient que quelque chose d'important était sur le point de se produire, puisque l'empereur se montrait. L'empereur relâcha une multitude de fils qui, au lieu de se diriger vers les joueurs, se dirigèrent vers la statue du gardien, car les Coréens savaient qu'ils seraient contrôlés si ces fils s'attachaient à eux. Une fois que les fils se furent fixés à la statue, celle-ci tomba sous le commandement de l'empereur. La statue utilisa un rayon de pétrification pour pétrifier certains joueurs coréens. Les Coréens pensèrent à frapper l'empereur avec tout ce qu'ils avaient, mais Hanno leur rappela qu'ils ne pouvaient pas être sûrs que celui-ci était le vrai, puisque celui que Singguo avait combattu était un faux lui aussi. Une fois la bataille engagée, les Coréens se rendirent compte que leurs améliorations avaient disparu et que leurs ennemis étaient devenus plus forts. Le procureur dit que, vrai ou faux, il devait éliminer l'empereur, et Jisoo-yun affirma qu'elle s'en chargerait. Le procureur, quant à lui, activa sa divinité. Il allait maintenant détruire la statue du gardien et protéger les remparts du château. Grâce au fil, la statue pouvait bouger librement et elle tenta d'attaquer les croisés. Le procureur ordonna à tout le monde de s'éloigner de la statue, car ils allaient la détruire à l'aide de bombardements. Les dirigeables tirèrent sur la statue, mais elle bloqua les tirs à l'aide de son bouclier. La statue du gardien lança sa lance vers le dirigeable et parvint à le détruire facilement. Le procureur comprit que cette statue était devenue un ennemi invincible depuis qu'elle avait commencé à bouger. Maître Hurst et les forgerons l'avaient rendue trop solide. Sorti de nulle part, Hanno apparut, disant aux autres de s'écarter. Il attaqua la statue du gardien avec acharnement, utilisant son poignard fantôme et son anneau de dextérité fatale. Le poignard fantôme était un poignard de rang héroïque. Lorsqu'il était balancé, il pouvait tirer une lame fantôme, modelée d'après une lame et dont le temps de recharge était de 10 secondes. L'anneau de dextérité fatale était un anneau de rang légendaire qui augmentait les dégâts des armes à une main de 20%. De plus, les chances de coups critiques au poignard augmentaient de 50%, et lorsque la dague était imprégnée de mana, la dextérité du maître et ses mouvements de main augmentaient de 300% pendant 1 minute. Hanno retira son bouclier d'Achille de la statue. Le procureur comprit alors comment il pouvait détruire cette statue. Elle était construite en connectant divers objets à travers des compétences. Il pourrait l'arrêter s'il détruisait son armure et arrachait les objets. Tout le monde fut galvanisé, pensant à détruire la statue pour voler ses objets. Mais une mauvaise nouvelle arriva pour les Coréens. La statue était sur le point de tirer un rayon de pétrification.
Le procureur utilisa sa lance à croix pour frapper le visage de la statue, et il réussit ainsi à bloquer le rayon de pétrification. Il informa les autres qu'il avait utilisé une attaque de l'attribut lumière pour l'arrêter et qu'ils avaient un peu de temps avant qu'elle ne tire le prochain rayon. La statue du gardien essaya de transpercer Anno avec sa lance, Anno réussit à la bloquer à l'aide de son bouclier d'Achille. Et Ansok se précipita vers la statue, en disant à Anno de tenir la lance encore un petit moment. Il brisa ensuite le casque de la statue avec un coup de pied puissant. Le bouclier d'Égide tomba du casque, et la statue ne put plus utiliser le rayon de pétrification. Anno fut repoussé et demanda aux autres de viser la tête. Ansok utilisa une attaque imprégnée de mana pour faire éclater la tête, et au même instant, le procureur utilisa sa lance à croix pour la détruire complètement. Finalement, la statue fut détruite et de nombreux objets puissants en tombèrent. Le procureur pensa que Sungwoo et Jisoo-Yun l'avaient certes dépassé dans les classements, mais qu'il était plus que suffisant pour défendre les remparts du château en leur absence. Soudain, il sentit deux puissantes présences s'approcher de lui par derrière. Pendant ce temps, de l'autre côté, la « Grande » se dirigeait vers Sungwoo à toute vitesse. Elle affirmait que leurs efforts étaient inutiles et qu'ils ne pourraient jamais franchir ce mur de tourbillon, quoi qu'ils fassent, et que Sungwoo devrait rester où il était. Sungwoo comprit qu'elle essayait juste de l'empêcher de rejoindre le siège sur les remparts. Sungwoo lui répondit qu'il n'allait pas traverser ce mur de tourbillon, car il était du genre à laisser ses serviteurs faire les choses dangereuses en premier. Soudain, l'abysse s'ouvrit au-dessus d'elle et les serviteurs se mirent à tomber du ciel. La « Grande » s'enveloppa d'un tourbillon, se disant que rien ne pouvait briser les vents du dragon sacré. Le chevalier de la mort réussit à percer le tourbillon et il la poignarda, affirmant qu'il ne savait rien du sacré, mais qu'il pouvait briser tout ce qui était associé à un dragon. Elle projeta le chevalier de la mort avant qu'il ne puisse lui causer plus de dégâts. Ce fut alors le tour de Droit, qui utilisa sa compétence déviation pour dévier les fortes rafales de vent. Il utilisa ensuite son coup de foudre tourbillonnant pour la couper en deux. Sungwoo se dirigea vers la « Grande » alors que les vents s'étaient apaisés. Elle lui dit qu'il était un démon malfaisant, et Sungwoo lui répondit qu'il n'avait aucune défense contre cela. Sungwoo sortit ensuite sa lame de tueur de dragon et l'informa qu'il avait pour passe-temps de collectionner des os, et qu'il pensait qu'il pourrait en obtenir de bons cette fois-ci. La Grande supplia pour sa vie, mais Sungwoo l'acheva de sang-froid et reçut 23 000 pièces d'or pour avoir tué une joueuse. Il remplit également une condition spéciale pour le tueur de dragon et obtint un nouvel effet. Il débloqua la synergie cachée expédition du dragon. Il s'agissait d'une synergie de type arme qui nécessitait au moins 4 armes de tueur de dragon équipées dans une équipe. Elle conférait un bonus de dégâts supplémentaires de 300% en attaquant la classe dragon, une résistance au souffle de toutes sortes de 300%, une résistance à la peur du dragon de 300% et une augmentation du butin d'or et de l'expérience de 200% lors de la chasse au dragon, ainsi qu'une chance d'obtenir des objets spéciaux de 100%. Sungwoo songea que chasser des ennemis de type dragon était une douleur, mais qu'au moins, il obtiendrait de très bons objets spéciaux en les chassant. Li Wei informa qu'elle contrôlait maintenant pleinement ses esprits, et Sungwoo lui demanda si elle pouvait, par hasard, contrôler toute cette eau. Li Wei répondit que c'était plus difficile que l'eau générée par un esprit, mais que c'était possible. Sungwoo lui demanda de s'approcher un instant. Il la nomma ensuite émissaire de Yama. C'était une compétence de rang ultime appelée nommer un émissaire. Elle coûtait 10 points de mana et permettait de nommer un joueur ou un sujet avec de l'intelligence comme émissaire de Yama et de leur faire accomplir des missions d'émissaire des enfers. Un total de 5 missions pouvait être accomplies. Les émissaires pouvaient commander les âmes des morts qu'ils avaient hantés ou tués comme des fantômes. Un seul émissaire pouvait gérer 20 fantômes. De plus, il était possible de ranimer un émissaire mort une fois par l'autorité de Yama, et cette sous-compétence avait un temps de recharge de 49 jours. Li Wei lui demanda si elle était maintenant l'une de ses serviteurs, mais Sungwoo lui répondit de ne pas trop y penser, car cela ne faisait qu'augmenter son pouvoir. Sungwoo utilisa la compétence lire les fragments de mémoire des morts sur la Grande, et il comprit que l'empereur avait commis une erreur en essayant de l'arrêter par l'intermédiaire de sa plus proche alliée. Sungwoo, qui venait de sortir du fragment de mémoire, savait maintenant que le nom de la divinité de la Grande était Yin Long et que l'empereur cachait une sorte d'arme secrète. L'emplacement de l'empereur était là. Sungwoo commença à se déplacer en disant à Li Wei qu'ils allaient anéantir les figures de terre cuite. Pendant ce temps, sur un autre front l'empereur essayait de contrôler Jisoo-Yun avec ses fils. Jisoo-Yun se replia vers le mur tout en essayant d'éviter les fils. La situation de l'armée coréenne sous elle n'était pas bonne. Les Coréens se replièrent des remparts alors que les armes de siège approchaient. Jisoo-Yun essaya plusieurs fois de s'approcher de l'empereur, mais les fils rendaient cela impossible. Elle ne pouvait pas abandonner pour autant. Soudain, les fils commencèrent à atteindre les dirigeables. Jonathan Cage ordonna aux autres navires d'abattre ceux qui étaient contrôlés, mais les opérateurs l'informèrent qu'il était difficile de les abattre à cause de la barrière qui les entourait. De l'autre côté, le procureur tenait à peine contre Lubu et Guan Yu, et Ansok ainsi que les croisés, faisaient de leur mieux pour sauver leur commandant. Ansok fut repoussé avec d'autres croisés d'élite. Ces deux figures de terre cuite n'étaient pas des ennemis qu'un joueur lambda pouvait arrêter.
Mais quoi qu'il en soit, il devait les arrêter, ou tout serait perdu. Lu Bu lança sa lance sur le procureur, qui l'a reçu dans la main. Guan Yu se prépara à décapiter le procureur d'un seul coup. Soudain, un énorme son métallique résonna sur le champ de bataille. Hanno était de retour et avait bloqué l'attaque de Guan Yu avec son bouclier. Guan Yu se contenta de le repousser d'un coup de pied. Lu Bu profita de l'occasion pour poignarder le procureur par derrière. Guan Yu et Lu Bu se préparèrent à achever le procureur en une seule fois, mais Hanno vint à la rescousse une fois de plus. Cette fois, il utilisait d'autres objets de la statue également. Hanno utilisa sa forme Asura pour invoquer de multiples bras et il affrontait les figures de terre cuite de front. Tous ces objets étaient de rang légendaire ou rare, mais ils avaient du mal à retenir les généraux de terre cuite. Hanno se contentait de se défendre sans contre-attaquer. Il s'avéra que les deux généraux étaient tombés dans un piège de Hanno. Leurs armes étaient restées coincées dans les boucliers et ils ne pouvaient pas les retirer. Sans leurs armes, ils n'avaient aucune chance contre un joueur d'élite et se retrouvèrent anéantis. Hanno obtint 30 000 pièces d'or pour avoir tué chacun d'eux. C'était la première fois que Hanno accomplissait un exploit qui le rendait digne d'être appelé membre du groupe du nécromancien. Un dirigeable était sur le point de tirer sur eux, mais le procureur alerta Hanno avant qu'il ne soit touché. Plusieurs dirigeables tirèrent à l'unisson sur eux. L'attaque laissa des conséquences dévastatrices, mais une fois la fumée dissipée, Hanno sortit indemne grâce à ses boucliers. Hanno expliqua que ce n'était rien de grave, car il avait déjà enduré un bombardement de dirigeables auparavant. Les dirigeables continuèrent de bombarder Hanno et le procureur. Même les membres de la guilde des croisés doutaient que leur maître de guilde puisse survivre à un tel bombardement. Un des tirs fut dévié et se dirigea vers l'empereur. Il réussit à percer la barrière et atterrit près de lui. Quelque chose d'étrange se produisit également dans l'espace aérien, car les Américains reprirent le contrôle des 3 dirigeables ennemis. Pendant ce temps, sur les remparts du château, les croisés sentirent une puissance écrasante près d'eux. Les membres de la ville de Suwon étaient également sous le choc, car ils pensaient que Hanno n'avait qu'une classe à une étoile. Il s'avéra que Hanno venait de réveiller une divinité. Toute sa vie avait été un désastre depuis qu'il avait choisi cette classe à une étoile. Normalement, les gens considéraient la divinité comme un privilège réservé aux classes à 4 ou 5 étoiles, mais dans leur groupe, même Jisoo-yun, qui avait une classe de chasseuse à 3 étoiles, avait obtenu la divinité. La divinité ne suivait pas le rang d'une classe, au contraire, elle s'obtenait en satisfaisant un certain attribut qu'un certain dieu possédait. Ce processus était une voie cachée, assez difficile et qui demandait beaucoup de chance. Même le procureur ne savait pas qu'il y avait une voie cachée vers la divinité. Un message de félicitations apparut, indiquant que Hanno avait satisfait à la condition pour obtenir une divinité permanente. Barrière personnelle, statistique, 2 cents 000+, génie de la défense. Les classes de Hanno étaient prêtres et voleurs, mais il avait investi toutes ses statistiques dans le département de la défense parce qu'il ne voulait pas mourir. C'est ainsi qu'il était parvenu à cette divinité. Une notification apparut, indiquant que la divinité de la Tortue Noire, le dieu du Nord, avait été obtenue, et qu'il s'agissait d'une divinité permanente. Chaque fois que sa divinité était affichée, il entrait dans un rang de demi-dieu. Toutes ses statistiques augmentèrent de 10 points, et il pouvait utiliser la compétence ultime maîtrise de la défense absolue, zone d'énergie yin et la compétence ultime maîtrise de l'incarnation manifeste. L'empereur regarda Hanno et le traita d'insecte, car c'était une situation inattendue même pour lui. Un message d'avertissement apparut alors que Hanno utilisait sa compétence incarnation manifeste, tortue noire dans la zone pour invoquer une tortue géante. Pendant ce temps, de l'autre côté Li Wei essayait de noyer la brigade de magiciens chinois avec de forts courants d'eau. Les magiciens ripostaient assez fort et les vagues de Li Wei perdaient de leur puissance. Il y avait une immense armée de figures de terre cuite, mais il y avait aussi quelques joueurs chinois qui avaient survécu. Percer à travers ces magiciens sans soutien était trop demandé. Li Wei informa Singguo qu'elle ne pouvait pas avancer plus loin. Singguo lui dit de tenir un peu plus longtemps, elle n'avait qu'à gagner un peu plus de temps jusqu'à ce que la livraison arrive. Après quelques minutes, la cavalière Griffon Li se précipita vers Singguo. Elle l'informa qu'elle lui avait apporté l'objet qu'il lui avait demandé. Singguo lui dit que ce scénario était parfait et que le vrai combat contre l'empereur commençait maintenant. Singguo s'éloigna du champ de bataille et se dirigea vers un certain endroit. Une fois arrivé à destination, il commença à avancer à pied. La journaliste se demandait où le nécromancien se rendait et l'homme chauve l'informa qu'il s'éloignait du champ de bataille par rapport au moment où la guerre faisait rage. Après un certain temps, ils aperçurent un grand nombre de figures de terre cuite. Les serviteurs s'occupèrent rapidement d'eux, et les journalistes en vinrent à la conclusion que les figures de terre cuite devaient protéger quelque chose à l'intérieur. Soudain, une vague de coups rapides se dirigea vers le chevalier de la mort. Le chevalier de la mort essaya de la bloquer avec son bouclier, mais il fut tout de même endommagé. Un héros de terre cuite était responsable de cette compétence de fauchage. Les journalistes coréens dirent qu'il ressemblait à Xiang Yu d'après les annales de Chuan, et qu'il était comparable à Guan Yu et Lu Bu. En entendant cela, le commentateur chinois explosa de colère et leur rappela que cette figure de terre cuite était le roi suprême Xiang Yu, réputé pour être le plus fort de tous les héros des légendes chinoises, et que c'était la fin pour le nécromancien.
Sungwo ordonna au chevalier de la mort de retenir celui-ci pour lui, il devait s'en aller pour s'occuper de l'empereur le plus vite possible, et le chevalier de la mort accepta. Après un certain temps, Sungwo arriva près d'un cercueil et il sut que c'était là que l'empereur se trouvait. Sungwo se rua rapidement vers le cercueil pendant que ses serviteurs retenaient les énormes vagues de figures de terre cuite. Dès que Sungwo le toucha, il entra dans un nouvel espace. Une notification apparut, disant qu'il était entré dans le mausolée de Qin Shi Huang, qu'il était classé comme un intrus et n'avait pas été expulsé de force. Sungwo réalisa que ses serviteurs n'avaient pas été invoqués ici et que cet espace était étrange. L'empereur lui dit qu'il avait fait une erreur en sautant seul dans sa zone. Il savait que Sungwo avait un plan en tête, en sautant ici, sachant que l'endroit où il se trouvait était le plus dangereux. Cependant, cette pensée était une erreur en soi. Une notification apparut, informant Sungwo que cet espace était une zone de Dieu gouvernée par une divinité spécifique et qu'il ne pouvait pas utiliser d'autres divinités ici. Sungwo pensa que c'était le même genre d'espace que la forge d'Héphaïstos. L'empereur dit que celui qui utilisait la mort comme arme était entré dans la mort de ses propres pieds. Comparé à ses succès, il s'était lui-même infligé une fin pathétique. Sungwo lui demanda si c'était parce qu'il y avait des yeux qui les regardaient. Il lui dit d'arrêter de se donner des airs et de sortir. Soudain, de nombreuses figures de terre cuite commencèrent à émerger dans cet espace. L'empereur se moqua de Sungwo en lui demandant ce qu'il pouvait faire ici, maintenant que sa force principale d'invocation était scellée. De son côté, il avait une armée. Sungwo s'illumina, comme un héros qui active une transformation décisive, en l'informant que ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait dans un espace comme celui-ci. Sungwo activa le rang spécial Dragon L'Or Rouge. Cela nécessitait la possession de 3 objets de dragon rouge ou plus. En fonction des objets qui composaient l'ensemble, les compétences utilisables changeaient. Un champ de souffle s'activait via la lance du dragon rouge. Elle transformait les environs dans un rayon de 100 mètres autour de la zone d'impact en une zone de lave. 2 d'armure bouillante s'activaient via l'armure du dragon rouge. Elle entourait l'utilisateur d'une puissante tornade de flammes. 3 invocations de soldats de dents de dragon s'activaient via le bracelet du dragon rouge. L'utilisateur pouvait invoquer 10 soldats de dents de dragon et les contrôler. Sungwo lança des pierres pour invoquer les soldats de dents de dragon. Les pierres se transformèrent en de puissants soldats. Les soldats de dents de dragon étaient des gardiens squelettes faits d'os de dragon. Ils étaient proches du sommet de la classe des morts vivants. Faits d'os, les soldats de dents de dragon commencèrent à démolir les figures de terre cuite et à se frayer un chemin vers l'empereur. Sungwo fut choqué de découvrir que ce vieil homme était l'empereur. Il devrait faire vivre à quelqu'un comme lui une toute nouvelle expérience, largement connue dans le monde sous le nom de mort. Après avoir dit cela, Sungwo frappa l'empereur avec la lance rouge. Pendant ce temps, de l'autre côté le chevalier de la mort parvenait à peine à se défendre contre Xiangyu. Le chevalier de la mort pensait que cette figure de terre cuite le retardait et que leur plan était décalé. Sungwo n'avait pas pu prendre l'objet que Li Wei avait apporté. Cela signifiait que Sungwo ne pouvait pas amener ces sujets là où se trouvait l'empereur. Maintenant, il n'avait plus qu'à utiliser le sac à dos squelette. Le chevalier de la mort utilisa une énorme quantité d'explosions de cadavres. Le chevalier de la mort profita des débris créés par l'explosion des cadavres pour mettre la main sur le colis. Il le jeta ensuite rapidement vers le cercueil et il commença à disparaître. Il espérait qu'il n'était pas trop tard. Leur destin dépendait du résultat de la bataille entre Sungwo et l'empereur. En cet instant, soit la poupée, soit lui-même, disparaîtraient à jamais de ce monde. Soudain, les figures de terre cuite cessèrent d'opérer près du champ de bataille principal. Le lancier Kyongso informa les autres que Sungwo venait de frapper le véritable corps de l'empereur. Le général Li lui répondit que c'était impossible, et il demanda à ses subordonnés de ne pas se laisser tromper par les paroles de leurs ennemis. Après quelques minutes, les figures de terre cuite recommencèrent à bouger, mais une grande partie de leur force se dirigeait ailleurs. Le procureur s'enflamma, car il savait que ces figures devaient se diriger vers Sungwo, et il ordonna à ses hommes de les arrêter à tout prix. La main qui portait la poupée de l'empereur commença également à s'éloigner du champ de bataille. Ji-Yun comprit que la situation était en train de changer. Puisque Sungwo avait pris l'empereur par surprise, la poupée de l'empereur essayait de retourner vers son corps principal. Ji-Yun informa Hanno qu'il devait l'arrêter et pour ce faire, qu'elle avait besoin de son aide pour percer les fils. Hanno était heureux, car c'était la première fois qu'il se sentait vraiment utile au groupe du nécromancien. La tortue noire rattrapa rapidement l'empereur. Il utilisa ensuite son attaque de queue sur la main, créant une ouverture assez grande pour que Ji-Yun puisse s'y faufiler. Elle parvint à couper la main en un seul coup. Mais il s'avéra qu'elle était tombée dans un piège. Les fils s'emparèrent de Ji-Yun et une notification l'informa qu'elle était liée par Gleipnir. Ji-Yun luttait pour se libérer des fils de Gleipnir, mais tous ses efforts étaient vains. Une fois qu'elle fut certaine de ne pouvoir rien faire seule, elle demanda à Hanno de l'aider. Le clone de l'empereur utilisa un autre fil pour lier Hanno, les informant que c'était le piège qui avait lié Fenrir, le loup de la destruction de la mythologie nordique, et que ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait défaire facilement. Hanno parvint à bloquer les fils avec la carapace de la tortue noire divine.
Il tenta ensuite d'écraser l'empereur à l'aide de la queue de la tortue noire, mais avant qu'il ne puisse le faire, une immense main sortit du sol. La main parvint à plaquer la tortue noire au sol. Anno ne pouvant pas affronter la main de front, il appela les autres à l'aide. Jonathan Cage ordonna à toutes les flottes de se préparer à bombarder, mais l'opérateur l'informa que ce serait risqué car les alliés et les ennemis étaient entremêlés. Jonathan Cage leur dit de bombarder quand même, car Anno se spécialisait dans la défense, il ne mourrait donc probablement pas. Avant qu'il ne puisse commencer le bombardement, le loup blanc apparut sur le dirigeable. Il informa Jonathan Cage qu'ils étaient censés empêcher la cible d'atteindre le nécromancien, et au lieu de bombarder, il proposa d'utiliser l'objet qu'ils avaient apporté sur les navires. Soudain, tous les dirigeables libérèrent des branches de l'arbre du monde. Elles s'emparèrent des doigts de la main qui plaquaient Anno au sol. Toutes les flottes se dispersèrent ensuite pour restreindre les mouvements de la main, mais avant qu'elle ne puisse la déchirer, elle disparut dans le sol. Pendant ce temps, de l'autre côté, Sanguo venait de détruire la dernière figure géante de terre cuite que l'empereur avait invoquée. Il informa l'empereur qu'il était le prochain sur la liste. Au lieu d'avoir peur pour sa vie, l'empereur resta détendu et informa Sanguo qu'il avait peut-être détruit toutes ces figures de terre cuite, mais que toutes les astuces de Sanguo avaient déjà été révélées. Soudain, il invoqua la main de l'oppresseur, et deux mains géantes sortirent du sol. Sanguo savait que ces mains géantes pouvaient manipuler des objets et que l'empereur les avait invoqués à la hâte depuis le mur de la ville de Suwon. Les mains libérèrent une multitude de fils vers leurs ennemis. Les fils atteignirent les soldats de Dents de Dragon, mais ils ne parvinrent pas à les contrôler. Le feu porté par les soldats de Dents de Dragon était le pouvoir du dragon rouge, même les fils de Gleipnir ne pouvaient pas percer et contrôler cette flamme. Mais le principal problème était que l'empereur avait encore beaucoup d'astuces en réserve et que s'il le sous-estimait, le jeu entier pourrait basculer en un instant. Le premier mouvement de l'empereur fut bloqué, et il se prépara pour le second. Il invoqua instantanément la moitié de l'armée de figures de terre cuite qui attaquait la ville de Suwon. Sanguo se prépara à utiliser sa lance du dragon rouge sur l'empereur. Les mains se refermèrent fermement au moment où la lance allait le frapper. Une notification apparut, informant tout le monde qu'un champ de souffle était en train de se former dans la zone. Le champ de souffle était si intense qu'il élimina toutes les figures de terre cuite d'un seul coup. Une notification apparut, informant Sanguo que tous les soldats de Dents de Dragon sur le champ de bataille étaient renforcés par la chaleur du berceau. L'empereur avait réussi à éviter le champ de souffle grâce aux statistiques de résistance de la main. L'empereur dit qu'il lui restait encore de nombreuses marionnettes, mais qu'il n'était pas à égalité. Physiquement parlant, Sanguo avait peut-être l'avantage, mais l'endroit étant son propre domaine, c'était son extension de territoire. Deux énormes boules apparurent au-dessus de Sanguo et le fixèrent du regard. Il reçut une notification indiquant que le regard de l'oppresseur était activé dans la zone. Une autre notification apparut, l'informant qu'il était exposé au regard de l'oppresseur, et que toutes ses fonctions physiques étaient gravement affaiblies. Un avertissement se déclencha. Une exposition prolongée à cet état pouvait conduire à la vulnérabilité au contrôle mental. Sanguo était écrasé par la pression. L'empereur relâcha de nombreux fils et parvint à le lier. L'empereur informa Sanguo que ce monde fonctionnait grâce à son pouvoir et qu'il ne pourrait jamais le battre ici. Sanguo lutta pour se libérer alors que l'empereur le rapprochait de lui. Mais tout cela n'était qu'une ruse. Sanguo activa l'armure bouillante alors qu'il se rapprochait de l'empereur, et une fois activé, il se libéra facilement des fils de Gleipnir. Il se prépara alors à saisir cette occasion pour frapper l'empereur. Alors que l'empereur était sur le point de recevoir un coup de poing monumental, il resta calme, déclarant que cela devenait ennuyeux et que c'était son dernier atout caché. Avant de pouvoir être frappé, les fils de Gleipnir lièrent à nouveau Sanguo. L'empereur lui expliqua que dans son domaine, rien ne pouvait échapper à sa vue, pas même le soldat de Dents de Dragon qui se faufilait vers lui. Il lui affirma qu'il aurait dû viser son coup dès le début, avec tout ce qu'il avait, et il coupa le soldat de Dents de Dragon en deux. Sanguo se libéra des fils de Gleipnir et informa l'empereur qu'il ne s'agissait pas d'une embuscade, mais d'une livraison, et en touchant la boîte d'une main et l'empereur de l'autre, il cria « Entrez !» Une notification apparut, les informant qu'ils étaient entrés dans la forge d'Héphaïstos. L'empereur n'avait aucune idée de cet endroit. Sanguo l'informa que ce n'était qu'un nouveau champ de bataille, où le pouvoir divin ne pouvait pas être utilisé librement, ce qui en faisait une arène parfaite pour eux deux. Sanguo avait planifié cela depuis le début. Maintenant, pour quitter cet endroit, l'empereur devait poser sa main sur l'enclume derrière Sanguo et dire « Sortez ». Après avoir dit cela, Sanguo donna un coup de poing à l'empereur. Sanguo pensa que d'une manière ou d'une autre, la plupart de ses ennemis se retrouvaient à être des vieillards. Il était donc devenu un spécialiste des passages à tabac de seniors. Il se mit alors à frapper l'empereur de gauche à droite, l'informant que ce n'était plus une guerre, mais une bagarre. La journaliste Anne se mit la main sur le visage, incapable de cacher son rire. En même temps, elle disait qu'elle savait que l'empereur était un ennemi, mais qu'il lui faisait de la peine de voir un vieil homme se faire frapper. C'était un duel entre deux commandants, mais il était beaucoup trop à sens unique. Sanguo pensait que même s'il était difficile de comparer ses statistiques à celles des classes de combat, il était impossible qu'un empereur qui avait grandi à ce point ait de faibles statistiques.
Le fait qu'il soit en vie après avoir reçu autant de coups directs le prouvait, mais ses mouvements étaient terribles. Pensant aux quêtes futures, il se dit qu'il devait complètement le submerger ici. Après avoir reçu une raclée complète, l'empereur sortit un couteau et le lança vers Sungwoo. Sungwoo esquiva le couteau et informa l'empereur qu'il pouvait dire, d'après son style de combat, qu'il n'avait jamais utilisé son corps. L'empereur avait vécu trop confortablement, jouant au roi depuis le début. Le couteau se ficha près de l'enclume, et l'empereur utilisa la compétence décalage de l'âme. Il se précipita vers l'enclume et informa le nécromancien que, même dans cet espace, les objets pouvaient être utilisés, et il avertit Sungwoo de se préparer à ramper jusqu'à son domaine. L'empereur cria « Sortez !» mais il resta dans la forge d'Héphaïstos. Une notification apparut, indiquant que l'utilisation de l'enclume d'Héphaïstos augmentait considérablement le taux de réussite et les chances d'obtenir des effets bonus. De plus, la durabilité de la base augmentait de 300%. Sungwoo n'avait jamais pensé que l'empereur puisse être aussi stupide. L'empereur continuait désespérément de poser sa main sur l'enclume et de crier « Sortez !» Sungwoo informa l'empereur que s'il voulait continuer à jouer au roi pendant un certain temps, il aurait dû rester terré dans son pays. Après avoir dit cela, Sungwoo ne perdit pas de temps et décapita l'empereur à l'aide de sa faux de la grande faucheuse. Sungwoo gagna 29 000 pièces d'or pour avoir tué un joueur. Sungwoo pensait que c'était enfin fini, puisqu'il avait achevé l'empereur. Mais soudain, l'âme de l'empereur sortit de son corps. L'empereur devait encore avoir un mouvement caché en réserve, et son âme commença à se diriger quelque part. Sungwoo se dit que c'était un vieil homme d'une obstination ridicule et qu'il devait juste en finir avec lui pour de bon cette fois-ci. Pendant ce temps, de l'autre côté les joueurs coréens avaient percé les rangs de l'armée de figures de terre cuite, car leur élan s'était affaibli, la plupart d'entre eux ayant été invoqués pour soutenir l'empereur. Le général Lee demanda à ses hommes de tenir la ligne, car une fois que l'empereur serait de retour, il gagnerait sûrement. Un de ses hommes vit un objet s'approcher d'eux par derrière. Quelque chose volait vers eux et le général pensa que ce pourrait être l'empereur. L'âme de l'empereur se dirigea rapidement vers le cercueil que la Grande avait apporté au siège de la ville de Suwon. L'âme de l'empereur fusionna avec succès avec une réplique de figure de terre cuite. L'empereur confessa qu'il ne s'attendait pas à un tel coup de ruse de la part du nécromancien. Il avait déjà préparé 3 répliques à l'avance. Il avait peut-être perdu la bagarre, mais il gagnerait cette guerre. L'empereur activa le regard de l'oppresseur dans la zone. Le lancier Kyongso fut choqué de revoir l'empereur sur le champ de bataille, et Seong-min se demanda si le nécromancien n'avait pas perdu. Une notification apparut, informant les joueurs qu'ils étaient exposés au regard de l'oppresseur. Toutes leurs fonctions physiques étaient gravement affaiblies et une exposition prolongée pouvait entraîner une vulnérabilité au contrôle mental. Les joueurs coréens ne pouvaient plus bouger. Hanno, pris de stupeur, acclama l'empereur pendant une seconde, puis il revint à la réalité et réfléchit à ce qu'il venait de dire. L'empereur affirma qu'ils auraient tous dû se donner à fond dès le début au lieu de céder maintenant. Il allait maintenant récupérer les pertes qu'il avait subies à 3. L'empereur fut stupéfait pendant une seconde en sentant quelque chose arriver à l'Arbre-Monde. Il s'avéra que Sungwoo venait d'atterrir dans la ville de Suwon. Sungwoo avait utilisé la compétence lien de l'Arbre-Monde appelée Retour. Il informa l'empereur qu'il s'était inquiété parce que l'empereur était parti sans dire au revoir. L'empereur s'enflamma, disant qu'il avait perdu contre lui en force brute, mais que cet endroit n'était pas le domaine de Sungwoo, donc la victoire serait à lui. Sungwoo activa sa divinité Yama et informa l'empereur qu'il dansait sur son échiquier depuis le début. Sungwoo invoqua ensuite la porte des enfers dans la zone. L'empereur n'avait aucune idée de ce que Sungwoo préparait, et il eut un peu peur. Un message d'avertissement apparut lorsque la porte des enfers s'ouvrit. L'empereur reçut une notification indiquant que son nom était en train d'être inscrit dans le livre de la vie et de la mort. Après cela, l'empereur fut invoqué dans les enfers. Sungwoo expliqua à l'autoproclamé empereur que c'était son domaine, il souhaita la bienvenue à l'empereur dans son monde et lui dit que ce serait le champ de bataille final. L'empereur fut effrayé, se demandant comment le nécromancien avait transformé le monde entier en son domaine. La tombe du premier empereur et la forge d'Héphaïstos n'existaient qu'à l'intérieur d'objets, un domaine qui consommait la réalité ne devrait pas être possible. Sungwoo lui dit qu'il avait vécu si longtemps et qu'il pensait toujours tout savoir dans le monde. L'empereur s'enflamma, se moquant de Sungwoo qui en tant que joueur d'un petit pays, défiait le souverain d'un continent. Sungwoo lui demanda s'il pensait vraiment qu'il était le véritable empereur, il ne savait même pas ce qu'était ce jeu. Tout le monde ici n'était qu'un joueur lié par le système et personne ne pouvait se prétendre souverain devant lui. Il déclara ensuite que ce qu'il visait n'était pas la domination comme l'empereur, mais le contrôle. Il n'exploitait pas cette crise pour un gain égoïste, mais il établissait un système qui pouvait la résoudre. Sans contrôle, on ne pouvait pas former une organisation appropriée, et sans organisation, il ne pouvait pas combattre ceux qui les traitaient comme des marionnettes. L'empereur n'en crut rien et il essaya de faire ressortir son pouvoir divin. Sungwoo lui demanda si cela semblait injuste après avoir perdu le jeu de l'esprit et être tombé dans un piège. Sungwoo lui dit qu'il n'avait jamais eu la moindre chance de le battre dès le départ, puis il ouvrit la porte des enfers. C'était une compétence active de rang ultime, il fallait 500 âmes pour l'activer.
Elle consommait des âmes pour ouvrir la porte des enfers. Sa durée était d'1 minute par 100 âmes. Entrer par la porte conférait l'effet maître du monde. Tant qu'elle restait ouverte, l'autorité de Yama était maintenue. La première sous-compétence, le livre de la vie et de la mort, permettait d'écrire le nom d'un adversaire pour le traîner de force dans les enfers. Une personne pouvait être traînée dans les enfers pour 5 âmes. La deuxième sous-compétence, punition du péché, sacrifiait tous les spectres sous son contrôle pour infliger une punition dans les enfers. Plus il y avait d'âmes, plus la zone de dégâts était grande. Sango s'enflamma, annonçant à l'empereur qu'il était temps d'y mettre fin. Cette fois, l'empereur eut vraiment peur pour sa vie et supplia Sango de le libérer, et il lui prêterait sa force. L'organisation que Sango voulait construire exigerait beaucoup de pouvoir. L'empereur ajouta qu'il était bien plus utile que des dizaines de milliers de soldats marionnettes. Il dit à Sango de ne pas penser au présent, mais au grand avenir. Sango dit à l'empereur qu'il pourrait venir lui parler en tant que fantôme une fois mort. Sango utilisa sa compétence punition du péché pendant que l'empereur continuait de le supplier pour sa vie. Une notification apparut, l'informant que la punition du péché avait commencé dans son domaine. Les âmes de tous les joueurs chinois morts commencèrent à se rassembler en un seul point. Puis, ces âmes ciblèrent l'empereur à l'unisson. L'empereur se tordit de douleur alors que les spectres torturaient son âme. Après un certain temps, il ne resta plus rien de l'empereur. Les journalistes coréens commencèrent à célébrer leur victoire. La journaliste Anne dit à l'homme chauve de retirer le bâillon de M. Wang. Elle se mit ensuite à rabaisser son empereur et leur soi-disant grande nation chinoise. L'homme chauve dit que la guerre contre l'empereur était terminée, mais qu'il restait encore du travail à faire, et la journaliste Anne était d'accord avec lui. Le château du roi des démons se trouvait là-bas, sur le serveur de l'Amazonie du Brésil. La journaliste Anne dit que la faction de l'arbre du monde pourrait bien entrer en guerre contre le roi des démons. Après quelques heures, une grande fête de célébration eut lieu dans la ville de Suwon. Le lancier Kyongso informa Sango que cette guerre avait produit un total de 541 prisonniers. Li Wei en avait profité pour prendre le contrôle de Pékin. À l'intérieur de la base principale de l'empereur, ils avaient sécurisé les installations principales, de l'or et un énorme inventaire d'objets. Sango dit qu'à ce rythme, il devrait être en mesure de récupérer rapidement les dégâts subis par la faction de l'arbre du monde, et le lancier Kyongso lui dit de ne pas s'en inquiéter. Cette guerre leur avait coûté beaucoup d'argent, et en la gagnant, leur investissement leur était revenu sous la forme d'encore plus d'argent. Jisuyun demanda combien Sango avait gagné grâce à cette guerre. Le lancier Kyongso répondit qu'il était juste de dire que Sango allait devenir le joueur le plus riche à partir de maintenant, et que son argent continuerait de se multiplier. Le lendemain dans la ville de Suwon, le lancier Kyongso demanda à Sango s'il comptait vraiment investir 1 milliard de pièces d'or. Sango expliqua qu'il n'existait aucune garantie de victoire lors de la prochaine guerre, et que c'était précisément pour cela que le moment était venu d'investir de la manière la plus agressive possible. Il ajouta qu'il fallait aussi convoquer Maître Hirst. Dans son esprit, il réfléchissait déjà, l'ingénierie magique allait devenir cruciale dans l'avenir, et il brûlait d'impatience de voir comment les dragons réagiraient face à un ingénieur couvert d'or et de moyens. Peu après, Maître Hirst arriva avec d'autres experts en production. D'un ton fatigué, il demanda à Sango quel genre de monstruosité il voulait qu'il forge cette fois. Sango lui demanda s'il pensait pouvoir obtenir la divinité d'Héphaïstos ou celle d'un autre dieu forgeron prochainement. Après un moment de réflexion, Hirst répondit qu'il avait en partie compris la méthode pour y parvenir. Chaque fois qu'il forgeait un objet de rang légendaire ou un chef-d'œuvre, un message apparaissait, lui signalant qu'il s'approchait d'une condition inconnue. Pour lui, c'était sûrement le signe qu'il se rapprochait de sa propre divinité. Sango l'encouragea à continuer à créer à ce niveau et à atteindre au plus vite cette divinité. Hirst protesta, obtenir une divinité, d'accord, mais savait-il seulement combien d'or il fallait dépenser pour forger de tels artefacts ? Rien que faire tourner la forge d'Héphaïstos coûtait entre 100 000 et 1 million de pièces d'or, et chaque coup de marteau engloutissait 1000 pièces. Sango répondit calmement qu'il lui allouerait 2 milliards comme fonds de recherche initial. Et il assura qu'il continuerait à financer ses travaux jusqu'à ce qu'il atteigne sa divinité et soit capable de forger exactement l'objet dont ils avaient besoin. C'est alors que Jisuyun s'approcha. Elle voulait lui montrer quelque chose. Elle avait mis la main sur une corde mythique du nom de Gleipnir, une relique unique. Quand elle s'enroulait une seule fois autour d'une cible précise, elle l'entravait magiquement si sa force était inférieure à un certain seuil. Impossible de se libérer par soi-même, il fallait l'intervention d'au moins 3 mages pour rompre l'emprise. En plus, un sous qu'il appelait Tiress-Arme s'activait si l'on tendait volontairement son bras droit à l'adversaire, liant automatiquement ce dernier. Sango remit la corde à Maître Hirst, lui ordonnant d'en faire une arme capable d'entraver les ailes des dragons et de les précipiter au sol. Hirst, rien qu'en imaginant l'effort nécessaire pour modifier un tel artefact, eut un vertige et faillit s'évanouir. Dans son esprit, Sango pensait déjà à la suite, il fallait maintenant préparer la chasse aux dragons et la subjugation des seigneurs démons. Les jours suivants, les travaux à Suwon battirent leur plein. Après plusieurs journées de labeur intense, ils parvinrent à achever un bâtiment qui n'avait rien à envier à un chef-d'œuvre. Une notification résonna. Vous venez d'être témoin de l'aura d'un chef-d'œuvre.
La bénédiction de l'illusion est appliquée pour 30 minutes. La régénération du corps et du mana augmente de 20% et toutes les statistiques s'élèvent d'1 point. Sur les murs extérieurs du bâtiment, le lancier Kyongso fit graver les hauts faits de Sangwo. Leurs architectes progressaient de jour en jour. Avec suffisamment de matériaux, il affirmait qu'il pouvait ériger une ville entière en l'espace d'1 mois. Lorsqu'il entra au cœur de l'édifice, Sangwo fut accueilli par le chef de la compagnie des assassins. Celui-ci lui souhaita la bienvenue au Centre international de communication. Il expliqua que cet endroit surveillait 24 communautés de serveurs, permettant d'obtenir rapidement des nouvelles du monde, et que la salle qui se trouvait juste devant eux était la plus importante. C'était là qu'ils pouvaient publier des annonces à destination de toute la communauté mondiale. Ils avaient même la possibilité de diffuser les messages de la faction de l'Arbre-Monde sur l'ensemble du globe. Sangwo déclara qu'ils allaient envoyer immédiatement un message de participation au comité provisoire. Le message qu'ils venaient d'envoyer représentait une offre qu'aucun leader au monde ne pourrait refuser. Depuis le lancement du jeu, c'était la toute première véritable réunion internationale. Aucun dirigeant n'allait vouloir rater l'occasion de devenir membre fondateur de l'organisation de contrôle. Le monde entier allait devoir converger vers le serveur coréen. Quelques heures après la publication de l'annonce, les réponses commencèrent à affluer. L'Australie, le Vietnam, la Mongolie, la Russie, au total, 23 serveurs avaient déjà confirmé leur participation. Anno fit remarquer qu'à ce rythme, il était bien possible que les serveurs du monde entier finissent par se rassembler. Sangwo répondit que ce jour devait forcément arriver un jour, mais au fond de lui, il savait que cela n'était réalisable que si le système acceptait ce genre d'évolution. Et en réalité, ce qu'ils étaient en train de tenter ressemblait dangereusement à un pari contre le système lui-même. Soudain, le chef de la compagnie des assassins leva les yeux, comme frappé par une révélation. Il venait de recevoir un contact du serveur brésilien. Le message était clair, il rejoindrait le comité provisoire, depuis le château du roi démon. Sangwo, lui, n'avait aucune idée de ce que Han Gangseok manigançait exactement. Le chef de la compagnie des assassins transmit un second message, adressé directement au nécromancien. Han Gangseok annonçait qu'il viendrait accompagné d'un dragon. Il ajoutait de ne pas oublier que les véritables ennemis n'étaient pas les joueurs, mais bien les anges et les démons, ces deux races absolues. C'était elles qu'il avait déclarées comme cible de sa guerre. Et affirma-t-il, 2 heures plus tôt, elles avaient ouvert la porte des cieux. Il conclut en sommant Sangwo de se préparer à la guerre finale. Sangwo prit un instant pour digérer toutes ces informations. Les anges et les démons constituaient 2 factions opposées, enfermées depuis toujours dans une compétition féroce et des guerres sans fin. Mais cette situation allait à l'encontre même de ce que le système voulait montrer à travers ce jeu. Le lancier Kyongso l'informa que selon les dernières enquêtes, de nombreux serveurs avaient commencé à se détacher des races absolues. Mais face à cela, les anges et les démons semblaient agir de plus en plus désespérément, à l'opposé de leur assurance habituelle. Sangwo pensa que dès que son organisation de contrôle serait formée, plus rien ne pourrait l'arrêter. Et c'était bien pour cette raison que les races absolues se mettaient à lancer des événements extrêmes, elles tentaient de préserver leur domination. Il demanda alors au lancier Kyongso des précisions sur les fameuses portes apparues dans le ciel. Kyongso projeta aussitôt des images en provenance de Rome, de Washington et du district de Jongno, à Séoul. On découvrit qu'un nouvel événement allait débuter dans exactement 1 heure et 28 minutes. Il expliqua que des portails bleus avaient émergé dans le ciel de chaque région. Puis il montra main B, sur le serveur indien numéro 2, là, le portail était rouge. Jusque-là, seuls 2 types de portails s'étaient manifestés, les bleus, pour les anges, et les rouges, pour les démons. Sangwo demanda alors des nouvelles des communautés de chaque serveur. Kyongso répondit que les joueurs encore liés aux races absolues avaient reçu une quête de faction. Leur objectif, contribuer à la conquête des villes. Sangwo en conclut qu'il n'avait pas le choix, il fallait retarder la mise en place du comité provisoire. En un instant, tous ces efforts pour rassembler les serveurs venaient d'être réduits à néant par une seule intervention du système. Il ordonna cependant de rester en contact avec le château du roi démon, car c'était sûrement là que se trouvait l'information la plus fiable concernant cette quête. Ji-Yoon demanda alors s'il comptait vraiment coopérer avec Han Gangseok, et si l'on pouvait réellement lui faire confiance. Sangwo répondit qu'il ne lui avait jamais fait confiance depuis le départ. Si leur chemin ne s'était pas encore affronté, c'était simplement parce qu'il n'y avait pas eu de raison de le faire. Mais quoi qu'il cherche, Han Gangseok avait choisi d'allier sa cause à un dragon destiné à conquérir d'autres serveurs, plutôt que de tendre la main aux joueurs. Il était clair qu'il n'avait rien d'un allié bienveillant. Quelques minutes plus tard, les joueurs s'étaient massés dans le district de Jongno, à Séoul. Une notification surgit alors devant eux, le compte à rebours de l'événement venait de s'achever. Une annonce mondiale s'afficha. Début de la saison mondiale 2, l'ère des décisions. Survivants, préparez-vous. Lutte et soumission, voilà ce qui vous attend. Les 2 races absolues ont pris une décision majeure. Alors que le lien du monde s'affaiblit, elles ont choisi de le resserrer de nouveau. Et leur méthode sera le bombardement. Puis une seconde notification frappa tous les serveurs. Le jugement des races absolues débuterait exactement 48 heures plus tard, et ce simultanément dans les grandes cités de chaque serveur.
Cet événement baptisé lutte ou soumission appliquerait des règles différentes selon le choix de chaque monde. Sunguo pensa aussitôt que ces règles ne pouvaient être qu'à sens unique, biaisées en faveur des races absolues. Si un serveur choisissait la lutte, il devrait faire face à une invasion directe. Le principe était simple, défendre une première ville champ de bataille. En cas de victoire, les défenseurs seraient transférés vers une autre cité encore assiégée, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'événement. Les récompenses annoncées étaient monstrueuses. Les premiers du classement recevraient 3 coffres d'objets mythiques. La deuxième place en obtiendrait 2, la troisième un seul. Les joueurs classés de la 4e à la 10e place recevraient des coffres légendaires. Du 11e au 100e, 2 coffres héroïques. Du 101e au 1000e, un coffre héroïque. Enfin, du 1001e au 3000e, des coffres d'objets divers. À cela s'ajoutait une récompense de base, 100 000 pièces d'or. Hansock et le Harry Potter aux cheveux violets en restèrent bouche bée, songeant que ces récompenses relevaient de la folie pure. Seong Minhwa, elle, rappela que même avec de telles promesses, l'union des serveurs était impossible. Le procureur intervint, certain que cela se transformerait en une compétition féroce où personne ne pourrait se permettre d'abandonner. Sunguo, lui, réfléchissait en silence. Même après avoir vaincu l'empereur et marqué les esprits à travers tous les serveurs, il restait prisonnier du système, forcé de danser au rythme de ses règles. Et s'ils échouaient à maintenir leur place au classement, tout s'effondrerait. Il ordonna donc à tous de se préparer à la guerre. 48 heures, c'était tout le temps qu'il leur restait. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Après quelques heures de mobilisation, Sunguo se rendit à la forge d'Héphaïstos, accompagné de Jisuyun, de la cavalière Li et du procureur. Il leur expliqua que cet entrepôt renfermait les trésors les plus précieux de la faction de l'Arbre-Monde. C'était pour cela qu'il avait besoin d'eux, il fallait sélectionner une élite capable de manier cet équipement de rang supérieur. Leur mission serait de former une escouade d'assaut spéciale. La cavalière Griffon lui baissa les yeux et admit qu'elle se sentait encore trop faible comparée aux 2 autres. Elle proposa même de céder sa place à Hanno. Sunguo rétorqua que Hanno était déjà un trésor ambulant à lui tout seul, et que ce n'était pas une question de niveau ou d'équipement, mais de mission précise. Le procureur intervint, comprenant que cette escouade visait des objectifs particuliers, et demanda quel serait exactement leur but. Sunguo répondit que le mieux était encore de le constater par eux-mêmes. Quelques minutes plus tard, juste à l'extérieur de la ville de Suwon, près d'un portail de distorsion, il montra à la cavalière Li l'un de leurs premiers objectifs, une opération aérienne menée à dos de Griffon. L'île de Jeju avait elle aussi décidé de rejoindre la bataille. Sunguo demanda alors à Li si elle comprenait maintenant pourquoi sa présence était indispensable. Le système implacable rappela les règles, chacun avait le choix, combattre ou obéir aux races absolues. Sunguo choisit de lutter. Une nouvelle notification apparut, en choisissant la lutte, les races absolues descendraient sur leur monde pour les traquer sans relâche. Les règles détaillées de l'invasion furent affichées. Première règle, une fois l'assaut lancé, les joueurs seraient automatiquement transportés dans la ville champ de bataille la plus proche. Deuxième règle, une ville défendue avec succès ouvrait l'accès à 3 autres cités toujours attaquées, et il serait possible de se téléporter vers l'une d'elles. Troisième règle, le classement serait établi selon un système de points, abattre un ange ou un démon ordinaire rapporterait 1 point. Vaincre un officier, 10 points. Éliminer un boss, 50 points. Défendre avec succès une cité champ de bataille, 100 points. Et remplir une condition cachée en rapporterait 300. Sunguo calcula rapidement, si la bataille commençait à Séoul, les étapes suivantes seraient sûrement Taïwan, la Chine ou le Japon. L'idéal serait de terminer rapidement la défense en Corée, puis de se déplacer pour prêter main forte à leurs alliés. Une seule ville défendue rapporterait 100 points. Avec une bonne stratégie, il pourrait propulser sa faction au sommet du classement mondial. Peu de temps après, les joueurs affluèrent vers les portails de distorsion. La guerre venait de franchir un nouveau seuil. Le lancier Kyongso déclara qu'il retournait aux États-Unis. Cette flotte n'était pas la leur, et même s'il trouvait triste de la voir partir, il n'y avait rien à y faire. Sunguo l'informa que Maître Hirst et son équipe travaillaient sans relâche à la création de nouveaux aéronefs, et qu'ils disposaient désormais de leur propre escouade aérienne. Cette unité spéciale comptait Jisuyun, ses invocations et les griffons venus de l'île de Jeju. Elle s'exerçait déjà aux manœuvres d'interception, avec la cavalière Griffon Li à sa tête et Jisuyun qui veillait sur l'ensemble. Le procureur posté au centre avait pris le rôle de stratège, il déterminerait quand attaquer ou défendre. Il ordonna à tous les mages et aux croisés de maintenir en permanence leur sort défensif prêt à être lancé. Le lancier Kyongso commenta alors qu'avec la flotte de l'Arbre-Monde et cette escouade d'élite, il ne devrait pas être repoussé dans les airs, même face aux races absolues. Quelques minutes plus tard, la cavalière Griffon Li vint trouver Sunguo pour l'informer que Stormy, son griffon, venait de développer une nouvelle compétence baptisée Flight Leader. Elle expliqua qu'il l'avait acquise grâce au vol en formation répétée. Sous cet effet, les autres griffons suivaient désormais Stormy avec une précision et une cohésion accrues. Elle se remémora qu'elle l'avait élevé dès l'état de poussin, et constata avec une fierté mêlée d'inquiétude qu'il avait déjà goûté au pouvoir. C'est alors qu'un des ouvriers de Maître Hirst accourut vers Sunguo, essoufflé, pour lui annoncer une nouvelle importante.
Hirst venait de neutraliser le Gold Guard grâce à l'un de ses objets spéciaux. Lorsqu'il arriva sur place, Sungwoo entendit Maître Hirst lui annoncer qu'ils avaient rouvert un coffre et obtenu un artefact de grande valeur. Mieux encore, il avait mis au point une technologie capable de ressusciter le Gold Guard. En appliquant les principes de la technologie golem à ce gardien doré, il pensait pouvoir créer quelque chose d'incroyable. Sungwoo le prévint cependant de ne pas relâcher le contrôle de ces nouveaux golems, rappelant que les anciens s'étaient révélés bien trop indisciplinés. Il lui demanda ensuite des détails sur l'objet trouvé dans le coffre. Hirst expliqua qu'il s'agissait d'un artefact lié au temps, un objet mythique baptisé Time Support, d'une catégorie inconnue. Sa description affirmait simplement qu'il contenait une équation temporelle impossible à comprendre, nul ne savait comment l'utiliser. Selon son expérience, Hirst pensait qu'il s'agissait d'un objet d'amélioration capable d'imprégner un attribut spécial, sans doute en réduisant le temps de recharge d'une compétence ou en prolongeant sa durée. Sungwoo fit alors apparaître sa faux du faucheur noir et lui demanda si cet artefact pouvait être appliqué dessus. Hirst répondit que cette arme, en tant qu'objet d'invocation lié à une divinité, ne pouvait en aucun cas être posée sur une enclume ordinaire. Mais puisqu'il s'agissait de l'enclume d'Héphaïstos, il accepta de tenter l'expérience, en avertissant toutefois qu'un contretemps ou une catastrophe pouvait toujours survenir. Il posa la faux et le Time Support sur l'enclume, étudia leur résonance magique et conclut que la combinaison était possible. Le coût serait énorme, 120 millions de pièces d'or. Mais sans la moindre hésitation, il se mit à marteler. Après quelques coups de marteau, les deux artefacts fusionnèrent. Une notification apparut. Chef-d'œuvre, la faux du faucheur noir a été améliorée par un pouvoir spécial. Une nouvelle capacité lui est désormais accordée. Hirst se félicita, affirmant que tout cela n'avait été possible que grâce à de bons matériaux et à un bon forgeron. Sungwoo, lui, pensa froidement que si Hirst avait échoué, ce fameux bon forgeron aurait déjà fini enterré 6 pieds sous terre. La compétence de la faux venait de changer. Elle portait désormais le nom de contrôle du temps du faucheur. C'était une compétence d'éveil primaire, active, ne nécessitant aucun mana. La faux pouvait être invoquée 3 heures par jour, permettant à son porteur d'entrer temporairement dans un état de liche. L'effet le royaume du faucheur augmentait le nombre maximal de sujets contrôlés de 50 et renforçait toutes les statistiques de 10 points. L'expertise de persévérance progressait de 20% après chaque heure écoulée. Enfin, un effet ultime surgissait, mort primitive. Au moment où le temps d'invocation de la faux s'achevait, il devenait possible de libérer cette capacité pendant 1 minute. Mais nul ne savait ce qu'il adviendrait alors. Sungwoo considéra cette réussite comme un triomphe. La durée de l'invocation avait triplé, et la faux se renforçait au fil des heures. Mais au fond de lui, il restait troublé. Cette compétence de mort primitive dégageait une aura inquiétante. Puisqu'elle ne pouvait s'activer qu'à la fin de l'invocation de la faux, il espérait simplement ne jamais avoir à en arriver là. Les joueurs coréens continuaient de s'entraîner sans relâche en attendant l'affrontement final. Ansok confia qu'il n'aurait jamais imaginé voir le jour où il devrait se dresser face à la race des anges. Gang Yoon Lee demanda alors si tous ces préparatifs suffiraient réellement. Ansok répondit que tout s'achèverait ici s'ils échouaient à les arrêter, ajoutant que fort heureusement, des abominations comme les juges angéliques ne devraient pas apparaître en masse. De leur côté, les membres de la Guilde des Croisés avaient intercepté un groupe de pillards trolls et les avaient éliminés avant qu'ils ne causent trop de dégâts. Seong Minhwa leur ordonna de rassembler les cadavres, expliquant qu'ils avaient quelqu'un qui saurait en faire bon usage. Soudain, le ciel se déchira. Une multitude d'hypergates s'ouvrirent, vomissant une flotte colossale d'hélicoptères et de vaisseaux aériens. C'était la nouvelle flotte de l'Arbre-Monde, un bataillon aérien complet, composé d'aéronefs, de machines de guerre volantes et même de griffons, formant une véritable armada flottante. Quelques minutes plus tard, tous les chefs de factions coréennes se réunirent au quartier général de l'Arbre-Monde. Sungwoo leur annonça que le plan était simple, défendre au plus vite le champ de bataille coréen, puis rejoindre les forces alliées. Ensuite, une fois unis, ils balayeraient l'Asie du Sud-Est, l'Inde, le Moyen-Orient, puis l'Europe, engrangeant un maximum de points de défense sur leur passage. Ansok affirma que neutraliser l'ennemi aussi vite que possible serait la clé. Gang Yoon Lee, lui, restait sceptique face à cette stratégie d'attaque éclair. Sungwoo déclara alors que c'était bel et bien possible, grâce à une puissance de feu écrasante. Il précisa que depuis la dernière guerre, leur armement s'était développé à une vitesse fulgurante. À présent, leur force de frappe était plus que suffisante. Une puissance inépuisable, alimentée par un flot continu d'or. Il assura qu'ils en auraient la preuve dès que la bataille commencerait. Après un certain temps, les joueurs coréens achevèrent leurs préparatifs, pourtant, l'ennemi n'arrivait pas. On découvrit bientôt que l'invasion avait déjà commencé, sur le serveur italien. Sungwoo supposa que les anges de leur côté n'étaient pas encore prêts. Mais en commençant plus tard, ils perdraient fatalement des points. Anno intervint, il fallait les attendre, de toute façon il n'avait aucun moyen de les frapper en premier. Le lancier Kyongso rétorqua qu'il valait mieux éviter toute action précipitée, car rien n'était encore certain. Puis une nouvelle glaçante tomba, Rome était déjà en train de s'effondrer. À peine 5 minutes après le début de l'invasion, la ville entière n'était plus qu'un champ de ruines en flammes. Les rues s'embrasaient, les anges massacraient les joueurs humains sans pitié.
Hanno s'exclama qu'ils étaient purement et simplement des monstres. Le lancier Kyongso observa que tout cela arrivait parce que les Italiens n'étaient pas unis, trop divisés entre factions prêtes à obéir et factions décidées à résister, ils n'avaient eu aucune chance. Et désormais, c'était la fin pour leur serveur. Sunguo ordonna alors à ses alliés de se tenir prêts, leur tour arrivait. Une gigantesque colonne de lumière s'éleva dans le ciel, accompagnée d'un message d'avertissement annonçant que l'armée des anges commençait sa descente. Le ciel se déchira de nouveau, d'innombrables silhouettes surgirent des cieux, des créatures angéliques difformes, plus proches d'horreurs cosmiques que d'êtres divins. Le lancier Kyongso rugit à ses hommes de concentrer toute leur puissance de feu. Hanno, un sourire carnassier aux lèvres, lança que c'était le moment idéal pour faire goûter à ces créatures leur nouveau canon fraîchement forgé. Un instant plus tard, toutes les batteries tonnèrent en même temps, déchaînant un torrent de flammes et d'acier. Le ciel lui-même sembla s'embraser, enveloppant la vague angélique dans une chaleur étouffante, marquant le véritable début du combat. La plupart des anges furent balayés par ce barrage d'explosions d'une intensité terrifiante. Le lancier Kyongso constata impressionné que les nouveaux projectiles à explosion en chaîne dépassaient toutes les attentes, tandis que Hanno pressait les ingénieurs d'en charger encore davantage et de continuer à arroser les cieux. Sunguo réfléchissait en silence. Ces munitions spéciales forgées grâce à l'essence de l'arbre-monde ne se contentaient pas de raser une zone entière à l'impact. Elles perçaient aussi près de 40% des défenses adverses. Les batteries de mana développées sur le serveur chinois avaient permis de concevoir ces canons capables de tirer sans relâche. L'un des opérateurs aboya l'ordre de remplacer les batteries et de recharger immédiatement les armes. Sunguo comprit que c'était là l'aboutissement d'une stratégie de feu infini, née de la fusion des technologies Magitech de la Corée, des États-Unis et du serveur chinois. Et la preuve était là, cela fonctionnait à merveille. Hanno l'avertit qu'il leur restait 1 minute. Sunguo décida qu'il était temps de préparer quelque chose d'encore plus grand. Un immense cadavre de monstre avait été hissé sur une catapulte gigantesque, actionnée par des mages de haut niveau. Cet engin mécanique, tissé de lianes de l'arbre-monde et de tendons d'ogre, portait une charge unique, une explosion cadavérique de rang ultime invoquant l'esprit du Victor. Leur cible était claire, le portail d'où les anges surgissaient sans fin. Quand la catapulte fut déclenchée, le corps projeté traversa les rangs angéliques comme une lame dans le beurre. Puis, il frappa le portail dans une détonation si colossale qu'elle illumina l'horizon à des kilomètres à la ronde. L'écran principal de Sunguo se noya sous une pluie de notifications, il venait d'abattre un nombre incalculable d'anges, qu'ils soient simples soldats ou officiers de haut rang. Il réalisa que l'ennemi avait sans le vouloir, simplifié son plan. En descendant de manière trop ordonnée, il s'était agglutiné près du portail, devenant des cibles parfaites. Le ciel n'était plus qu'un champ de débris, fragments de pierres et cadavres angéliques retombaient en pluie macabre. Il ne restait plus qu'à éradiquer les survivants. L'escouade spéciale s'en chargeait sans difficulté, abattant les créatures célestes les unes après les autres. Avec cette bataille, les Coréens venaient de briser une nouvelle fois l'invasion de la faction angélique, définitivement. Pendant ce temps, sur le serveur de Taïwan, les joueurs faisaient face à leur propre enfer. Les anges franchirent sans effort la barrière titanesque qui protégeait la cité. Le capitaine Chen ordonna aux civils de se réfugier dans les bunkers et implora ses combattants de tenir encore un instant. Mais la panique l'emporta, les troupes perdirent confiance et se replièrent aux côtés des non-combattants. Tous attendaient l'arrivée du nécromancien comme leur dernier espoir, mais les anges semaient déjà le chaos dans leurs rangs. Les joueurs taïwanais appelèrent désespérément leur chef à l'aide, mais celui-ci demeurait impuissant face à ces abominations. Même le capitaine Chen fut saisi par l'un des anges et arraché du sol. Soudain, l'ange ravisseur sentit derrière lui une intention meurtrière, glaciale et tranchante. Une lame fusa, et en un éclair, Jisuyun trancha la créature en deux. À la vue de la Valkyrie du serveur coréen, les joueurs taïwanais retrouvèrent une lueur d'espoir. Jisuyun releva le capitaine Chen d'un ton ferme, lui ordonnant de se ressaisir, car il fallait repousser l'invasion immédiatement, d'autres serveurs attendaient déjà leur aide. Le capitaine Chen demanda s'ils allaient secourir la Chine ensuite. Jisuyun lui répondit que Sunguo s'y était déjà rendu et avait nettoyé la zone. Leur objectif désormais était de rassembler leurs forces et d'aller encore plus loin. Un peu plus tard, sur le serveur du Vietnam, une explosion d'une ampleur monstrueuse fit voler en éclats une structure défensive majeure. Un joueur alerta son commandant, Hoang, que leur dernière ligne de défense venait de céder et que les survivants battaient en retraite vers eux. La colère de Hoang éclata aussitôt, dirigée contre les adorateurs de démons qui les avaient trahis pour pactiser avec la race démoniaque. Ceux-là étaient des joueurs qui avaient soi-disant quitté la faction des démons par un accord, mais qui au moment le plus critique, les avaient poignardés dans le dos. Le commandant Hoang fulminait intérieurement, se demandant si ces idiots comprenaient seulement quel avenir ils s'imposaient en se soumettant aux démons. Soudain, un bruit atroce résonna de l'extérieur, un son répugnant qui annonçait l'approche d'une créature immonde. Une voix tonna qu'elle sentait l'odeur du commandant à l'intérieur. Un gigantesque démon éventra le toit du bâtiment et ricana que ce parfum de faiblesse, de proie et de désespoir, ne pouvait qu'attirer son appétit. Un adorateur du démon s'adressa alors à Hoang, lui disant que c'était bien la première fois qu'il le voyait dans un état aussi pitoyable, et qu'il aurait dû faire le bon choix plus tôt.
Hoang lui cracha de se taire, les yeux brûlants de rage. Il se souvenait encore leur avoir ordonné de rallier la faction de l'Arbre-Monde pour sauver l'avenir de l'humanité, et ce traître osa se moquer en lui demandant où ce choix l'avait mené. L'adorateur promit que Hoang mourrait en regrettant sa décision et donna le signal au démon pour l'achever. Mais l'instant d'après, le sol trembla, une vague écrasante jaillit et pulvérisa l'ennemi. La divine tortue noire venait d'écraser le démon et ses serviteurs dans un fracas titanesque. Anneau surgit alors, proclamant aux joueurs vietnamiens qu'ils n'avaient plus rien à craindre, car lui, le divin Azura, combattait désormais à leur côté avec sa tortue noire. Très vite, les forces chinoises et coréennes se joignirent au combat et balayèrent les démons. Le commandant Hoang abasourdi se demanda d'où pouvait bien sortir une telle armée. L'un de ses soldats l'éclaira, c'était la faction de l'Arbre-Monde. Non, en vérité, il fallait désormais reconnaître qu'ils étaient devenus la force principale de l'humanité. Sun Guo s'avança et demanda au commandant s'il dirigeait bien le serveur du Vietnam. Hoang confirma d'un signe de tête. Sun Guo expliqua qu'il avait une question essentielle à lui poser, comptait-il rejoindre leur cause? Hoang répondit avec un soulagement presque joyeux que oui. Avec ce ralliement, il venait déjà de libérer 7 serveurs. Les races absolues avaient commis une erreur, elles pensaient reprendre l'initiative grâce à cet événement, mais c'était aussi une chance idéale pour éliminer leurs derniers partisans. Sun Guo songea qu'il menait en ce moment une véritable tournée mondiale. Il rassemblait les forces dispersées, ralliait les serveurs un par un et balayait les derniers suiveurs des races absolues. Une fois cette guerre terminée, l'autorité de contrôle se formerait d'elle-même. Pendant ce temps, en Inde, au cœur de Minbé, un portail de la faction angélique venait de s'ouvrir. Les joueurs indiens exultaient, persuadés que la porte des cieux s'était enfin ouverte. Leur chef les exhorta à adorer ce pilier de lumière. Un être gigantesque à l'allure d'ange, sortit du portail, et tous l'acclamèrent comme l'émissaire de Dieu. Ils s'inclinèrent en affirmant que ses fidèles serviteurs l'avaient attendu depuis si longtemps. L'ange les félicita, déclarant qu'ils étaient des êtres louables. Le chef des joueurs lui assura que pour réprimer le désastre et recevoir le salut divin, ils avaient résisté jusqu'au bout, même face au discours des forces impies de l'Arbre-Monde. À Minbé, il n'y avait plus aucune lutte de faction, expliqua-t-il, car ils avaient déjà éliminé tous ceux qui soutenaient l'Arbre-Monde. L'ange répondit que leur contribution était remarquable et ajouta qu'ils seraient désormais traités comme son épée et son bouclier. Le chef tomba à genoux et le supplia de leur accorder la puissance nécessaire pour purifier ce monde. Un joueur tenta d'interrompre son leader en disant qu'ils avaient reçu un message, mais celui-ci le fit taire d'un geste furieux, refusant d'être dérangé dans un moment aussi solennel. Le joueur insista malgré tout, la faction de l'Arbre-Monde avait déjà écrasé l'invasion de 19 serveurs, y compris les troupes des 2 races absolues. L'ange se tourna vers ses serviteurs et demanda s'il y avait un problème. Le chef l'informa qu'une rumeur circulait, prétendant que des non-croyants approchaient déjà en semant le chaos. Le dirigeant du serveur de Minbé pensa le cœur battant que cet être devant lui était bien l'émissaire de Dieu, mais il ignorait tout encore de la faction de l'Arbre-Monde. Alors, les yeux levés vers le colosse céleste, il lui demanda quelle punition il réservait à ces hérétiques. L'émissaire angélique proclama qu'ils ne s'arrêteraient pas, qu'ils avanceraient sans relâche pour soumettre chaque serveur et régner sur eux tous. Mais le chef du serveur de Minbé ne fut pas satisfait, il avait demandé un véritable plan, et cette réponse creuse ne faisait que l'agacer davantage. C'est alors qu'une bourrasque surgit, fendant l'air avec une violence soudaine. De ce tourbillon émergea Sun Guo. Il lança qu'il ne comprenait pas comment on pouvait croire en un soi-disant émissaire de Dieu incapable de voir à un pas devant lui. Sans attendre, il dégaina et activa sa compétence de coupe. En quelques frappes d'une précision effroyable, il trancha l'émissaire céleste. Pris de court, l'ange demanda qui il était. Mais ce furent ses derniers mots, son corps fut réduit en morceaux minuscules. Le chef du serveur de Minbé resta pétrifié devant cette scène. Celui qu'il considérait comme leur sauveur venait de se faire pulvériser par Sun Guo. Dans le même temps, les troupes d'élite de la faction de l'Arbre-Monde achevaient les anges restants avec une brutalité chirurgicale. Le cadavre de l'émissaire se pétrifia sur place, et Sun Guo en conclut que ce chef des anges n'était en réalité qu'un système de conscience collective, une sorte d'esprit ruche qui contrôlait toute une armée. Les vaisseaux aériens encerclèrent les derniers anges dans un immense filet de l'Arbre-Monde, puis bombardèrent son centre. Le ciel se couvrit d'explosions d'une intensité aveuglante, et l'air empestait la chair brûlée. Sun Guo se demanda à haute voix si ces créatures étaient vraiment censées être les messagers de Dieu, pas un seul n'avait remarqué son arrivée. À ses yeux, ce n'étaient que des monstres programmés pour alimenter le scénario du jeu. Pourtant, le chef de Minbé le pointa du doigt en l'accusant d'être le véritable monstre. Il affirma qu'il existait des élus des dieux qui mettraient fin à cette épreuve, et que Sun Guo avait commis une erreur fatale en abattant l'émissaire. D'un geste sec, Sun Guo l'empoigna par la gorge et répliqua que seuls des imbéciles comme lui pouvaient inventer de telles excuses dans une situation pareille. Il expliqua que c'était soit par soif de pouvoir, soit par lâcheté face à une terreur trop grande. Grâce à ce constat, il avait choisi sa propre solution, sans hésiter. Dans la foulée, les membres de la faction de l'Arbre-Monde se mirent à massacrer les joueurs du serveur de Minbé qui avaient rallié la faction des anges, les découpant comme on tranche des légumes.
Peu après, une notification apparut, Sun Guo venait d'être félicité pour avoir défendu avec succès la cité-bataille de Minbei sur le 2e serveur indien. Tous ceux qui avaient choisi l'option de la lutte reçurent 100 points. 20 serveurs venaient désormais d'être défendus avec succès, ce qui déclencha un événement caché. Tout à coup, le ciel se déchira au-dessus d'eux, laissant apparaître un rayon de lumière dans la fissure. Une nouvelle notification annonça qu'ils pouvaient maintenant accéder au Hall des Anges, un stage secret. Il s'agissait d'une quête cachée, baptisée Gardien Attaquant. Son objectif, détruire le Hall des Anges. Les récompenses incluaient une montée de rang de divinité et un éveil spécial appelé Dévoreur dimensionnel. Le message précisait que comme gardien d'un monde, il venait de trouver une voie vers celui des envahisseurs. En entrant et en détruisant la graine de ce monde, il pourrait neutraliser l'univers ennemi, et peut-être obtenir une autorité encore plus grande. Si le Hall des Anges venait à être détruit, tous les portails liés à la race angélique seraient fermés. Sun Guo réalisa que l'éveil spécial, Dévoreur dimensionnel, n'était autre que le titre attaché au Dévoreur de monde. En l'obtenant, il pourrait peut-être devenir lui aussi un dévoreur, un être capable d'engloutir des mondes entiers pour sauver le sien. Une destinée tragique qu'il refusait au fond de lui, mais une puissance dont il avait besoin. Ce chemin menant au quartier général des anges rapprochait l'humanité de la fin du jeu. Après avoir rassemblé ses forces, Sun Guo franchit la porte du Hall des anges, accompagné de ses vaisseaux et de ses troupes d'élite. Un flash de lumière les enveloppa, suivi d'une notification confirmant leur entrée. Lorsqu'ils émergèrent de l'autre côté, un désert blanc infini s'étendait devant eux, sans repère, sans horizon. Miro activa une compétence passive de rang spécial, World Sight. L'utilisateur obtint des yeux capables de percer les secrets du monde. Grâce à cette clairvoyance, il devenait possible de franchir tous les obstacles rencontrés en exploration. La première sous-compétence, Maître de la carte, créait une mini-carte révélant l'ensemble du terrain dans un rayon de 20 km, incluant la position en temps réel de son porteur. Mais cette carte disparaissait au bout de 20 minutes et nécessitait 1 heure de recharge. La seconde sous-compétence, Annulation de labyrinthe, permettait de détecter les espaces cachés dans un rayon de 300 mètres et de désactiver aisément les pièges et sauts de grade absolu. Son délai de récupération, lui, n'était que de 30 minutes. Sun Guo déclara qu'ils avaient besoin d'un point de départ clair pour utiliser cette compétence et fixer une direction. S'il l'activait immédiatement, il n'obtiendrait rien de plus qu'une carte vide. C'est alors que le lion rouge utilisa sa propre compétence pour l'avertir. Il percevait une énergie colossale, comme une force vitale animant ce monde, qui provenait du nord-est. En avançant vers le nord-est, ils aperçurent au sol une vision troublante, des monceaux de cadavres angéliques. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, les anges affrontaient un ennemi même dans leur propre territoire. Le lion rouge déclara sentir, plus loin encore, la présence d'une structure. Sun Guo estima que c'était le moment idéal pour utiliser la compétence de maître de la carte. Lorsqu'il l'activa, l'interface lui donna l'impression d'examiner une mini-carte de jeu. Un emplacement y était marqué, le berceau sacré. Ce lieu appartenait à la faction angélique et avait pour unique fonction de produire des anges. Il se situait exactement à 18,45 km de leur position. Soudain, le lancier Kyongso signala qu'il avait repéré autre chose, un dirigeable stationné non loin. Contrairement au leur, ces engins semblaient fonctionner selon une technologie rudimentaire de montgolfière. À cet instant, une gigantesque explosion retentit du côté du berceau sacré. Sun Guo ordonna à toutes les unités de se diriger immédiatement vers l'origine de la déflagration. 2 énormes brèches s'étaient ouvertes dans la structure, d'où s'échappait une épaisse fumée. Les traces de l'attaque montraient qu'une force terrifiante avait frappé, et déjà, des anges sortaient en désordre, paniqués comme si l'un de leurs dirigeants venait d'être touché. Les dirigeables ennemis déversèrent alors une montagne de cadavres de joueurs et de monstres devant l'entrée, et la Liche Victor déclencha une explosion de cadavres d'une puissance effroyable. Une nuée d'anges fut anéantie sur le champ, et son pouvoir s'en trouva renforcé. Il pouvait désormais invoquer le sanctuaire du néant. Dans la foulée, Sun Guo reçut une notification l'informant qu'il venait d'obtenir le pouvoir de guerre des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il pouvait désormais choisir quelle unité invoquer. L'escouade des prisonniers, déjà sur le terrain, le gigantès, disponible à l'invocation, ou bien l'être scellé, encore inaccessible à son rang actuel. Il songea que ce gigantès semblait être une option très intéressante, et qu'il pourrait s'avérer utile d'ici peu. C'est alors que 2 anges colossaux émergèrent du berceau sacré. Ils déclarèrent avec morgue que des êtres vils et insignifiants osaient profaner leur sanctuaire, et que ces vermisseaux perdus dans le tourbillon du destin n'étaient rien de plus que de la poussière flottant au gré du néant. Sun Guo s'interrogea, les mystérieux assaillants arrivés avant eux étaient-ils encore à l'intérieur du bâtiment? Les joueurs tremblaient à la vue de ces 2 juges angéliques, mais Sun Guo leur ordonna de garder leur calme. Beaucoup de choses avaient changé, leur rappela-t-il, et la peur n'avait plus sa place. Il brandit alors l'arc légendaire, l'arme parfaite contre ces colosses obtus. La flèche traversa la barrière et perça la tête d'un des juges d'un seul trait. Mais à sa stupéfaction, le projectile s'enfonça sans causer de réels dégâts. Le juge implacable avertit ces êtres rampants qu'ils subiraient désormais sa colère. Sun Guo serra les dents, frustré du résultat. L'arc légendaire s'était montré décevant, la flèche plantée sans effet notable.
Les anges bondirent dans sa direction en affirmant que leur tour était venu. C'est alors qu'à l'intérieur même de la tête du juge transpercé, une compétence se déclencha, la chute du soleil. Une explosion titanesque embrasa le champ de bataille. Le juge s'effondra anéanti, et une notification confirma à Sangwo qu'il venait de chasser un champion angélique, avec à la clé 60 millions de pièces d'or. Le second juge fou de rage, concentra une énergie destructrice, il s'apprêtait à libérer une compétence d'une intensité inouïe. Sangwo tenta de bander une nouvelle fois la corde de l'arc, mais une notification s'afficha aussitôt, toute l'énergie de l'arc avait été consumée, et il resterait inutilisable pendant 24 heures entières, le temps que son temps de recharge s'achève. Soudain, un éclair aveuglant déchira le ciel. Une pluie de foudre s'abattit comme une grêle monstrueuse sur le juge angélique, le frappant de plein fouet. À travers la tempête électrique, Sangwo distingua enfin l'origine de ce cataclysme. C'était Han Gangseok lui-même qui avait invoqué cet orage, et à ses côtés se tenait une joueuse inconnue, une silhouette féminine dont l'aura restait aussi mystérieuse que redoutable. Désormais, Sangwo en est certain, Han Gangseok, le roi démon, est arrivé le premier. Quant à la femme qui se tient à ses côtés, il commence à se faire une idée de son identité. Miro s'agita brusquement, comme s'il avait perçu la présence d'un autre dragon dans les environs. Han Gangseok salua Sangwo d'un geste avant de pénétrer dans le crâne. La plupart des anges furent massés à l'extérieur, empêchant Sangwo d'entrer directement sans nettoyer les lieux au préalable. Tout cela ressemble à une mise en scène, Han Gangseok cherchait clairement à lui faire perdre du temps. Ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose, il y a quelque chose que le roi démon veut trouver avant lui. Sangwo bondit en direction du Kradl et ordonna à ses compagnons de le suivre avec une force réduite. Il confia au lancier Kyongso le commandement de la flotte, lui ordonnant de balayer les ennemis restants et d'encercler la structure une fois le nettoyage terminé. Avec lui, seul Hanno, Jisoo-yoon, Li Wei et le procureur pénétreront dans le Kradl. Il aurait pu embarquer davantage d'élites, mais face au roi démon, cela ne ferait aucune différence. Sangwo chargea ensuite le lancier Kyongso de faire appel au loup blanc pour examiner les souvenirs des vaisseaux aperçus plus tôt, puis de passer par la forge afin de transmettre un message à Maître Hirst. Il faut lui dire que l'objet réclamé depuis quelque temps, même s'il n'a pas encore été testé, doit être utilisable dès maintenant. Sans plus attendre, Sangwo franchit l'entrée du Kradl avec son escouade. Hanno s'exclama abasourdi, que l'endroit était gigantesque à l'intérieur et que ce que l'on voyait en surface n'était qu'un couvercle dissimulant l'installation. Li Wei observa les parois et fit remarquer que la structure rappelait étrangement les profondeurs de l'arbre-monde démoniaque, mais l'immense espace souterrain dégageait une impression similaire. Dans ce monde-là, le dévoreur se trouvait sous l'arbre-monde corrompu. Alors quelle créature pourrait bien dormir au fond de cet endroit? Plus loin, ils découvrirent une structure en forme de ruche posée au sol. Une odeur fétide remonta des profondeurs, si forte que Hanno grimaça et se demanda si les anges ne sont pas littéralement en train d'y rôtir. Le procureur repéra un trou béant à travers la coque du Kradl et constata que ce qui a percé là-dedans possédait une puissance de feu insensée. L'attaque a traversé l'enceinte, et l'impact a balayé tout l'intérieur. Grâce à ce choc, les anges qui s'y trouvaient ont été entièrement anéantis. Après avoir inspecté la zone, il supposa que c'est peut-être un souffle de dragon qui a été utilisé ici. Il en a déjà vu un, mais celle d'un dragon adulte et d'un niveau encore supérieur. Alors qu'il progressait davantage, le sol se mit à trembler et des bruits de combat résonnent au loin. Sangwo conclut que le roi démon cherchait à s'emparer du lieu avant eux, et qu'il faudrait accélérer. Il soupçonna que si Han Gangseok est venu jusqu'ici, c'est forcément lié à la quête du dévoreur de monde, peut-être a-t-il même reçu la mission avant lui. Il décida d'envoyer un spectre en reconnaissance pour sonder la zone en avant-garde, tandis que le chevalier de la mort Min Seok et Victor assureront l'arrière afin de prévenir une embuscade. L'escouade s'enfonça donc plus profondément dans le Kradl. Quelques instants plus tard, Sangwo reçut une notification, son spectre a été détruit. Il prévint aussitôt les autres qu'une présence hostile les attendait devant. Jisoo-yoon activa alors son talent olfactif et perçut l'odeur d'un individu. Ils continuèrent leur avancée jusqu'à tomber nez à nez avec lui. Le joueur se présenta, il se nommait Paolo et affirma qu'il attendait le célèbre nécromancien et la Valkyrie. Il traita Hanno et le procureur comme de simples figurants, des extras sans importance. Hanno explosa de rage et hurla que cet « extra » allait lui démolir la figure au point que même sa propre mère ne le reconnaîtrait plus. Jisoo-yoon plus concentré, avertit le groupe, l'homme n'est pas seul. Dans son esprit, Sangwo commença à se demander si ces types ne seraient pas liés au cartel mexicain qui autrefois, travaillait en collaboration avec un dragon. Sangwo demanda où se trouvait Han Gangseok. Paolo répondit avec un sourire suffisant que leur cher roi démon avait des affaires à régler et qu'il leur faudrait patienter jusqu'à ce qu'il termine sa tâche. Sangwo répliqua qu'il avait lui aussi une affaire urgente à mener et qu'il ferait mieux de s'écarter. Le joueur mexicain borné lui lança qu'il n'allait tout de même pas se précipiter pour rencontrer une reine dont il ignorait tout. Soudain, Jisoo-yoon s'interposa et l'arrêta net. Une attaque fulgurante surgit de nulle part et frappa en plein les deux orques droits. Sangwo réalisa que si Jisoo-yoon ne l'avait pas retenu, il aurait encaissé de lourds dégâts. L'assaillant n'était autre que Bibona, un assassin mystérieux, auteur de ces attaques sournoises.
Quant à la joueuse appelée Grace, elle ordonna à Paolo de se préparer, car le combat avait déjà commencé. Jisoo-Yun dévia plusieurs lames noires sans forme qui les visaient. Elle avertit Sang-woo de se mettre à l'écart, tandis que lui se demandait si ces lames n'étaient pas forgées à partir d'ombre. Bibona fulminait, sans Jisoo-Yun, le nécromancien aurait déjà été réduit en charpie. Il la bombarda de lames d'ombre, et la Valkyrie peinait visiblement à tenir la cadence. Sang-woo invoqua alors la grande nécromancie pour écraser l'adversaire sous une marée de morts vivants. Mais en même temps, Grace déclencha sa compétence tempête. Une vague de vent d'une violence extrême balaya ses sbires. Li Wei cria à Sang-woo de se baisser et lança ses esprits marins contre Grace, mais ses assauts se brisèrent sur le bouclier sacré qui la protégeait. Li Wei prévint alors Sang-woo, cette femme était une mage de haut niveau, spécialisée dans la magie du vent, et probablement capable de manier d'autres éléments. La frapper par des moyens physiques serait presque inutile. Sang-woo brandit l'éventail de Bi-Hong et invoqua ses esprits. Mais ils furent instantanément réduits en poussière au contact d'une sphère sacrée que Grace venait d'activer. Elle se moqua de lui en déclarant que c'était stupide d'invoquer des esprits face à une mage de son rang. Elle avait cru un temps aux rumeurs qui le disaient brillant, mais à ses yeux, tout cela n'était que des exagérations. Paolo de son côté, s'exclama qu'il était temps de participer à la fête. Ses muscles saillirent comme s'il se transformait lui-même en arme. Anno para ses coups à l'aide de ses boucliers mythiques. Paolo martela sans relâche, affirmant que les provocations comme « tête de muscle » ne pouvaient atteindre un guerrier de sa trempe. Mais Anno lui lança froidement qu'il avait plutôt l'air d'un homme incapable d'assurer quand il le fallait, insinuant qu'il avait perdu sa virilité. Ces mots atteignirent Paolo de plein fouet. Les larmes aux yeux, fou de rage, il jura qu'il allait le tuer. Pendant ce temps, Sang-woo et ses serviteurs étaient repoussés par une nouvelle rafale. Grace, grâce à sa magie de zone, dominait totalement cet espace clos. Pour inverser le cours du combat, il faudrait un coup ciblé, un souffle abyssal capable de l'atteindre directement. Mais l'approcher relevait de l'impossible. Alors Sang-woo sortit un orbe étincelant, le cristal du chaos, forgé à partir de la larme de l'esprit de la mer et d'une pierre de sang démoniaque. C'était un artefact légendaire, imprégné de l'attribut du chaos. Il augmentait sa réserve de mana de 500 points, régénérait 250% plus vite, et volait 3% de vie et de mana à chaque attaque. Soudain, une série d'explosions retentit autour de Anno. Tous paniquèrent. Au milieu du brasier, la silhouette de Anno surgit dans sa forme d'Azura, déchaînant une puissance à couper le souffle. Anno para les assauts sans difficulté et railla les Mexicains en les traitant de pâles copies. Paolo, vexé à l'extrême par cette insulte, s'emporta et déclara que lui et ses compagnons n'étaient pas de vulgaires imposteurs, mais les Rangers impériaux, nommés directement par le roi démon. Ses propres alliés, Grace et Bibona, fulminèrent à leur tour, jugeant ridicule qu'ils les associent à un titre aussi bas de gamme. De son côté, la Liche Victor déploya sa nouvelle compétence évoluée, le champ de poison, pour prouver à son maître sa valeur. Un nuage toxique s'étendit derrière les ennemis, agaçant légèrement Grace, qui utilisa aussitôt sa magie du vent pour renverser le flux et repousser la brume empoisonnée vers les Coréens. Mais le chevalier de la mort saisit l'occasion, se glissant à couvert dans la fumée avant de libérer ses chaînes de l'abysse. La mage tomba dans le piège et se retrouva entravée. Min Seok lâcha alors d'un ton méprisant que cette femme était une farce, incapable de comprendre quoi que ce soit au mouvement stratégique. Sang-woo insuffla son énergie dans la faux du faucheur noir, l'imprégnant de bombardements démoniaques. Mais avant que l'attaque n'atteigne Grace, Paolo s'interposa, encaissant de plein fouet l'impact. 4 de ses bras furent pulvérisés sur le coup. Malgré les dégâts, il resta arrogant. Sang-woo lui fit remarquer que s'il avait misé sur ses compétences plutôt que sur ses muscles, il aurait peut-être survécu. Le nécromancien activa ensuite le décret des enfers, prenant le contrôle de tous les esprits de la zone. Ces derniers se jetèrent sur Paolo, qui dépourvu de résistance magique suffisante, ne put rien faire. Pris de panique, il supplia Grace de les repousser. Mais la mage, prisonnière des chaînes, lui répondit qu'elle n'en avait pas la possibilité et qu'il devait demander de l'aide à Bibona. Or, Bibona luttait déjà en sous-nombre face à 3 adversaires. Jisoo-Yun apparut alors derrière lui, ses chaussures d'Hermès la portant dans un bond fulgurant. D'un coup de lame précis, elle lui trancha le bras, en lançant qu'il n'avait rien d'un grand assassin s'il en était réduit à combattre plusieurs ennemis à découvert. Sang-woo leva la faux du faucheur noir, prêt à frapper Paolo. D'un geste net, il lui trancha la tête, déclarant que les soi-disant Rangers impériaux étaient renvoyés aujourd'hui. Il ajouta qu'ils n'avaient servi qu'à gagner du temps et que s'ils tenaient à leur vie, il ferait mieux d'ouvrir cette porte immédiatement. Mais la porte s'ouvrit d'elle-même, avant même que quiconque ne bouge. Une dragonne s'avança, ses yeux brûlants de colère. Elle rappela qu'elle leur avait ordonné de rester discrets, et reconnut avoir été trop clémente. En s'approchant de la tête de Paolo, elle interrogea « Pourquoi se trouvait-elle ici ?» N'étaient-ce pas ces mêmes individus que Gang Seok avait assuré pouvoir convaincre? Furieuse, elle annonça qu'elle n'avait aucune envie de discuter avec de telles créatures. Une notification surgit aussitôt, la terreur draconique venait d'être activée. Tous les êtres de Baran furent paralysés. La dragonne libérait vague après vague d'énergie brute. C'est alors que Han Gangseok fit son apparition.
Il appela la dragonne Isabella et déclara que ces intrus étaient ses invités. Il sortit indemne du chaos, et Singwo se demanda s'il portait sur lui la graine du monde, cet artefact capable de transformer son porteur en dévoreur de monde. Isabella, toujours enragée contre Singwo, lança d'un ton moqueur que si elle les chassait, ils ne seraient plus ses invités et qu'elle pourrait alors disposer d'eux à sa guise. Han Gangseok salua le nécromancien, affirmant qu'il s'était écoulé du temps depuis leur dernière rencontre. Il s'excusa d'être arrivé avant lui, tout en précisant qu'il ne pouvait pas le laisser prendre cette quête. Singwo rétorqua qu'il en était conscient, mais qu'il n'allait pas se plaindre pour autant. Après tout, Han Gangseok avait terrassé le chef de la race angélique, une prouesse indiscutable. Mais de là à déclarer la guerre au monde entier et frapper même ceux qui le suivaient, ce n'était pas nécessaire. Han Gangseok s'excusa à nouveau, expliquant qu'il n'avait pas voulu le blesser et qu'il était lui aussi pressé, persuadé que Singwo pouvait encaisser autant. Il lui demanda de fermer les yeux cette fois. Mais Singwo comprit aussitôt, Gangseok disait cela pour éviter un affrontement direct. Il le mit en garde, désormais, il devait être honnête, s'il ne cherchait pas à le combattre, alors qu'essayait-il réellement de faire? Han Gangseok admit qu'il dirait la vérité, car il n'avait plus le choix. Isabella l'interrompit, pressée. S'ils devenaient leurs ennemis, elle promettait de réduire en cendres chaque arrogant qui osait se dresser devant elle. À ce signal, Singwo fit comprendre à ses compagnons de se préparer au combat. Au même moment, Han Gangseok déclara que son but avait toujours été d'éviter la destruction. Pour y parvenir, il comptait devenir un dévoreur de monde afin de sauver ce monde de son anéantissement, et il affirma qu'il voulait que Singwo l'aide dans cette tâche. Singwo demanda alors de quoi exactement il prétendait les sauver et par quels moyens il comptait y parvenir. Gangseok répondit que ce jeu, pour eux, était une catastrophe, mais que pour d'autres, il n'était rien de plus qu'un divertissement. Pour préserver ce monde, il fallait selon lui, se mettre du bon côté de ces êtres. Il affirmait savoir qui ils étaient, et surtout comment les satisfaire. Singwo, troublé, se demanda comment Gangseok pouvait en savoir autant sur les créateurs de ce jeu. Il lui demanda comment il pouvait le croire, et d'où lui venait cette connaissance. Han Gangseok répliqua que ce n'était pas sa première fois. Il expliqua avoir déjà joué à ce jeu. Singwo lui demanda alors s'il avait vu la fin du monde des démons. Gangseok répondit qu'il n'y avait pas qu'un seul monde détruit comme sa patrie. Plusieurs mondes avaient déjà sombré, et lui avait vécu cette fin de ses propres yeux. Il disait savoir que c'était vrai, mais d'avouer ne pas avoir de preuves. Il confessa avoir échoué à sauver de nombreux mondes, mais déclara qu'avec Singwo, cette fois, il pensait que c'était possible. Soudain, le loup blanc et le lion rouge surgirent en courant vers lui. Le loup blanc prévint Singwo que tout ce que Gangseok venait de dire n'était qu'un mensonge. Il l'exhorta à ne pas croire un seul mot de ses paroles. En réalité, il avait fouillé la mémoire des mystérieux vaisseaux croisés plus tôt, et ce qu'il y avait découvert trahissait Gangseok. Ce dernier ricana en disant que le loup blanc devait être un utilisateur de psychométrie, mais le cavalier s'enflamma et lança à Singwo que Gangseok ne cherchait qu'à l'exploiter pour ses propres ambitions. Son véritable plan était de provoquer la destruction du monde, en échange d'une promesse faite par ceux qui avaient déclenché ce jeu. Il n'était rien de plus qu'insemblable à ses créateurs. Furieux, Han Gangseok appela le nécromancien, lui demandant s'ils n'étaient pas ensemble lorsqu'ils avaient affronté la Société de l'Évolution à Piontek. Il rappela qu'ils avaient même combattu côte à côte lorsque l'invasion du serveur japonais avait eu lieu, alors comment pouvait-il croire ces traîtres? Gangseok lui lança qu'il avait été celui qui s'était toujours tenu à ses côtés, celui qui l'avait épaulé encore et encore. Et maintenant, il exigeait une réponse claire. Est-ce que Singwo choisissait de croire en eux ou en lui? Never let him get you.